Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant une audition qui s'est tenue mercredi après-midi au Sénat dans le cadre des travaux de la commission d'enquête sur les autorités administratives indépendantes. Une commission d'enquête qui a été lancée à l'initiative du groupe RDSE, ce groupe à majorité de radicaux de gauche, et qui a pour rapporteur le sénateur Jacques Mézard. Mercredi, c'était au tour de Patrice Gélard d'être auditionné par les sénateurs. Patrice Gélard est lui-même un ancien sénateur et il est l'auteur de 2 rapports d'information sur les autorités administratives indépendantes, rapports dans lesquels il s'est montré plutôt critique vis-à-vis de ces autorités. Il estime en effet qu'il y en a trop et qu'elles sont en nombre trop croissant, également qu'elles obéissent à des statuts trop divers. Tout de suite, donc, retour à cette audition qui s'est tenue mercredi au Sénat. Nous recevons aujourd'hui, c'est un vrai bonheur, notre ancien collègue Patrice Gélard, en raison de ses très nombreux rapports sur les autorités administratives indépendantes. Et le dernier, moi je l'ai lu particulièrement et j'ai trouvé ça très intéressant. Je rappelle à Patrice, mais je n'ai pas besoin de lui rappeler à lui, qu'il a été l'auteur de ce premier rapport consacré à ces autorités en juin 2006, dans le cadre de l'Office parlementaire d'études de la législation. Patrice l'avait alors intitulé « Évaluation de l'objet juridique non identifié ». En plus, il avait le sens de la formule. Impression que les premiers travaux de notre commission d'enquête ne font que confirmer, mes chers collègues. Ce travail était particulièrement documenté puisque, cher Patrice, vous étiez, pour la rédaction de ce rapport, appuyé sur 2 études confiées à des équipes universitaires. L'une générale sur les autorités administratives indépendantes en France, dirigée par le professeur Marie-Anne Frison-Roche, et l'autre consacrée au droit comparé, dirigée par le professeur Jean-Marie Pontier. Ce rapport fait largement autorité sur la question et a eu l'immense mérite de s'intéresser pour la première fois dans une enceinte parlementaire à la question des autorités indépendantes. Et puis il y a eu d'autres rapports, bien sûr, parlementaires qui ont suivi. Avant d'achever votre mandat, cher Patrice, vous avez dressé, dans le cadre de la commission des lois, en juin 2014, un bilan de votre rapport de 2006, 8 ans après. Le constat est saisissant. D'abord, le nombre d'autorités indépendantes a continué à croître, malgré un effort de rationalisation avec la création du défenseur des droits. Et surtout, leurs formes se sont diversifiées, au point qu'il est difficile aujourd'hui d'en dresser une liste précise. Nous touchons du doigt donc le problème dans le cadre de nos travaux. Vous invitiez dans votre dernier rapport à 2 pistes de réflexion. Je les rappelle. La première, dresser une liste précise de ces autorités. La seconde, créer un statut général applicable à ces autorités. Vous avez ainsi traduit des idées au sein d'une proposition de loi organique et d'une proposition de loi déposée en septembre 2014 pour éviter leur caducité du fait de votre départ. C'est notre collègue Jean-Pierre Sueur qui a accepté, comme président de la commission des lois, de les co-signer. Je pense pouvoir dire donc, avec l'accord de monsieur le rapporteur, que notre commission d'enquête poursuit le travail que vous avez initié dans notre Assemblée. Avec humilité, dit-il. Comme la loi le permet, votre audition fera l'objet d'un compte-rendu publié, mais vous savez tout ça par cœur, dans le compte-rendu détaillé des réunions des commissions, qui est diffusé en version papier et sur le site internet du Sénat. Par ailleurs, votre audition est ouverte au public, à la presse et fait l'objet d'une captation vidéo. Avant de vous passer la parole, le formalisme des commissions d'enquête que vous connaissez bien mieux que moi me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenu de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. En conséquence, je vous invite à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Merci, Patrice. Vous connaissez l'exercice ? On vous propose donc de nous dresser une synthèse de vos travaux, de tout ce que vous voudrez nous dire sur les AI durant une dizaine de minutes, après quoi Jacques Mézard, notre rapporteur, vous posera des questions et ainsi que les membres de notre commission. Merci Patrice, à vous la parole. Merci Madame la Présidente, chère Marie-Hélène. Je dois dire que depuis que je ne suis plus sénateur, je suis devenu membre d'autorité administrative indépendante. Mais c'est un conflit d'intérêts. C'est un conflit d'intérêts, ça. Siégeant dans une autorité administrative indépendante où je découvre d'ailleurs un certain nombre de choses qui me surprennent, puisque cette autorité me coûte plus d'argent que cela me rapporte, puisque nous travaillons beaucoup,
Et puisqu'on découvre qu'on est logé, nourri, accepté par le ministère de l'économie et des finances, que nous sommes en principe indépendants, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, je reviendrai sur cette autorité administrative indépendante un peu plus tard, mais je dois dire que ça m'a un peu surpris, d'autant plus que j'étais soumis naturellement à la déclaration de prise d'intérêt éventuelle et que je m'aperçois que nous représentons des intérêts au sein de cet organisme, puisque au sein de la Commission nationale d'aménagement commercial, eh bien, nous représentons soit les communes, soit les départements, soit les collectivités territoriales, soit le Sénat. Donc on représente tous des intérêts et il y a quelque chose d'anormal de faire une déclaration de prise d'intérêt éventuelle alors qu'on représente des intérêts. Bon, je vais faire cette parenthèse pour en revenir au fond de l'affaire, où effectivement, depuis que j'ai rédigé ce dernier rapport sur les autorités administratives indépendantes, eh bien d'autres autorités administratives indépendantes se sont créées. Et puis elles se camouflent en plus. C'est-à-dire qu'elles prennent maintenant l'habitude d'avoir des appellations un peu différentes. Nous avons le droit aux autorités publiques. Quelle est la différence entre une autorité administrative indépendante et une autorité publique indépendante? Je n'ai pas encore très bien compris. Ensuite, nous avons des statuts qui sont différents. Maintenant, on a des autorités administratives indépendantes constitutionnalisées. C'est le cas du défenseur des droits. D'autres qui sont naturellement faits par la loi, tous sont faits maintenant par la loi, mais il n'empêche que le contenu de la loi n'est pas le même, de l'une à l'autre. Qu'un grand nombre de dispositions les concernant relèvent du décret et non pas de la loi. Ce qui aboutit à un certain nombre de paradoxes qui font que des autorités administratives indépendantes voisines ont des statuts différents, des compositions différentes, et en plus se posent des problèmes sur lesquels je vais commencer, qui sont des problèmes relativement de logistique et qui ne sont pas réglés ni par la loi ni par le règlement. Premier problème de logistique qui se pose, c'est le problème des locaux de ces autorités administratives indépendantes. On doit constater que certains locaux coûtent très cher, que toutes les autorités administratives indépendantes veulent être dans le centre de Paris, et surtout pas en banlieue ou ailleurs, que toutes les autorités administratives indépendantes ont hérité souvent de locaux fort chers, qu'elles louent et dont elles ne sont pas propriétaires, ou l'État n'est pas propriétaire. Alors il y a naturellement le désir de recréer une structure où on va regrouper un certain nombre d'autorités administratives indépendantes. Je pense que ce n'est pas forcément la bonne solution, parce que certaines méritent d'avoir une façade, une vitrine. Je pense que le défenseur des droits ne doit pas être mélangé avec les autres, mais c'est peut-être un progrès qu'il va falloir faire nécessairement, d'autant plus que le défenseur des droits n'a pas encore réglé ses problèmes immobiliers. Deuxième remarque logistique, c'est le problème des personnels de ces autorités administratives indépendantes, où là, on constate un mélange de genres assez extraordinaire, avec des fonctionnaires détachés ou pseudo-détachés, c'est-à-dire qu'ils continuent de percevoir leur traitement, leurs primes et les bénéfices de leur statut, tout en bénéficiant d'un autre statut qui est celui de salarié d'une autorité administrative indépendante. Il y aurait certainement des économies de moyens à faire, il y en a de tout simple, c'est-à-dire éviter d'avoir, par exemple, chauffeur et voiture pour chacune d'entre elles. On pourrait avoir un parc automobile, mais il faudrait peut-être que l'on raisonne, que l'on réfléchisse, ce que nous n'avons pas fait précédemment sur le statut des personnels et de savoir qu'est-ce qui est nécessaire. D'autant plus que ces personnels, détachés souvent de ministères ou prêtés par des ministères, risquent de porter atteinte, en fin de compte, à l'indépendance des membres de l'autorité administrative indépendante. Parce que ce sont eux qui vont préparer le travail, ce sont eux qui vont rédiger les décisions, comme cela se fait partout d'ailleurs dans toute administration. Chacun sait qu'au Conseil constitutionnel, s'il n'y avait pas le secrétaire général du Conseil constitutionnel, nous aurions bien du mal. Eh bien, nous avons des secrétaires généraux dans les autorités administratives indépendantes qui font le rapport annuel, qui est présenté devant le Parlement. Bien sûr, les membres du Conseil vont dire leur point de vue, mais est-ce que c'est véritablement de l'indépendance
cela nous interpelle. Le troisième point, c'est le statut des membres des conseils désignés par les uns ou par les autres, par le Sénat, par l'Assemblée nationale, par les autorités locales, par tel ou tel organisme. Le statut va varier considérablement d'une autorité à l'autre. Dans certaines, on ne touche pratiquement rien, on est bénévole, ce que je ressens comme étant mon cas, puisque à l'heure actuelle, chacune des séances de la Commission nationale d'aménagement commercial me coûte en moyenne 100 à 150 €. Mais en plus, je vais avoir à payer des impôts sur les petites indemnités qu'on me donne, ce qui veut dire qu'en réalité, je suis largement perdant dans cette affaire. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas du tout dans ce cas-là. Et donc, il y a un problème de ressources nécessaires. On ne peut pas faire en sorte qu'on ait des fonctions un peu lourdes sans avoir un minimum de rémunération, mais en même temps, il faut un minimum de respect des finances publiques et de faire en sorte qu'il n'y ait pas des rémunérations trop élevées. Je pense que là, un texte, un jour, s'imposera sur la rémunération des autorités, des personnels, des autorités administratives indépendantes et des membres des conseils de celles-ci. Voilà pour les problèmes logistiques. Il y a un quatrième problème logistique, plus exactement, qui se pose, c'est celui de la nécessité d'avoir des réseaux locaux. Certaines autorités administratives indépendantes ont des réseaux locaux importants, c'est le cas du défenseur des droits, c'est le cas également du contrôleur des lieux de détention, et nous sommes en face d'une nécessité. Il faut pouvoir visiter. Je dirais d'ailleurs que certaines autorités administratives indépendantes, n'ayant pas de correspondants locaux, ignorent pratiquement ce qui se passe localement, ce qui parfois est très gênant. Parfois, il faudrait se rendre sur place. On n'a pas les moyens, ou on n'a pas la volonté, ou on n'a pas le désir d'y aller. Alors on est donc en face d'une certaine anomalie, mais qui mérite d'être examinée à la loupe pour savoir s'il est nécessaire ou pas nécessaire de se rendre sur place ou d'avoir des correspondants locaux. L'exemple du défenseur des droits est à mon avis positif. Le réseau des correspondants du défenseur des droits est efficace et je pense que là, il y a un modèle à suivre. Alors maintenant, on en vient au fond du problème. Pourquoi, d'abord, l'État multiplie-t-il, avec notre complicité de parlementaires, le nombre des autorités administratives indépendantes et n'essaye pas de faire parfois un peu le ménage? D'abord, il y a plusieurs sortes d'autorités administratives indépendantes. Il y a celles qui ont, alors commençons par les plus riches, qui ont des ressources propres et qui, par conséquent, ont une indépendance financière que n'ont pas celles qui n'ont pas de ressources propres. Il y a donc déjà une inégalité de base, mais il est vrai que l'autorité du défenseur des droits est importante, il ne touche pas de royalties de qui que ce soit. Il y a une deuxième catégorie qui est également importante, c'est celle qui est capable d'imposer des sanctions. Il y a des autorités administratives indépendantes qui n'ont aucun pouvoir de sanction. Je m'interroge d'ailleurs sur le fait, est-ce qu'elles sont nécessaires? Est-ce qu'elles sont utiles à partir du moment où elles n'ont pas de pouvoir de décision, pas de pouvoir de sanction, et que par conséquent elles nuisent à personne? Et il y a là une interrogation sur laquelle il va falloir se pencher. Personnellement, je pense que seule devrait avoir le statut d'autorité administrative indépendante celle à qui l'État a confié une mission d'État, qui est celle de sanctionner, de contrôler, de vérifier. S'il n'y a pas cette mission d'État, on peut s'interroger sur le fait que, en réalité, le gouvernement, puisque c'est le gouvernement dont il s'agit, le gouvernement a profité de l'institution des autorités administratives indépendantes pour, disons, se désengager officiellement. On confie à une autorité administrative indépendante une mission, et l'État dit « c'est plus mon affaire ». C'est l'affaire de l'autorité administrative indépendante. Et comme c'est l'affaire de l'autorité administrative indépendante, si ça tourne mal, l'État n'est plus engagé. Mais en réalité, l'État va contrôler par derrière tout le fonctionnement de cette autorité administrative soi-disant indépendante, d'abord parce qu'il le finance, ensuite parce qu'il participe à la nomination des gens qui y siègent, et enfin parce que cette autorité administrative indépendante ne fonctionne que par le bon vouloir du gouvernement. Alors cela dit, il faut s'interroger sur, et je terminerai là-dessus, sur le fait que
à mon avis, certaines autorités administratives indépendantes sont nécessaires. Et c'est là où le travail doit être opéré avec finesse. Le défenseur des droits est nécessaire. Il fait partie intégrante, à mon avis, des éléments constitutifs de la démocratie. La CNIL est nécessaire. Et je pourrais ainsi multiplier quelques exemples. D'autres sont tout à fait superfétatoires, notamment une autorité administrative indépendante, logée par le biais de la Banque de France, alimentée par la Banque de France, dont le gouverneur de la Banque de France est le président, et dont tous les membres du Conseil sont nommés par la Banque de France. À quoi ça sert, si ce n'est de dire que c'est une commission interne de la Banque de France et pas une autorité administrative indépendante. Nous l'avions déjà souligné dans les rapports précédents, cette autorité n'a pas de raison d'être. D'autres autorités n'ont pas de raison d'être non plus, parce qu'elles sont le résultat, je dirais, de compromis ou de satisfactions faites ici ou là, et cela mérite à chaque fois qu'on l'examine. Je pense que toute administration doit avoir un médiateur. Il n'est pas toujours nécessaire que ce médiateur soit extérieur à cette administration. Je pense que toute une série d'autorités administratives indépendantes qui sont là seulement pour donner des avis devraient être simplement remplacées par une commission interne au ministère et non pas donner lieu à cette institution un peu lourde qu'est l'autorité administrative indépendante. Et puis, il faudrait prolonger le travail que nous avions commencé à faire de comparaison avec l'étranger. Nous avons maintenant des autorités administratives indépendantes nécessaires du fait de l'Union européenne. Ce ne sont pas les seuls, mais il y en a, il faut y penser. Et puis ensuite, il y a d'autres solutions qui pourraient peut-être être inventées. Et je terminerai en disant, après tout, l'État a toujours inventé les meilleures formules pour faire face à ses obligations. On peut s'interroger parfois pour savoir si l'autorité administrative indépendante est l'une des bonnes formules pour faire de la bonne administration. Voilà qui est dit. Merci, monsieur le rapporteur. Merci infiniment. Alors, monsieur le rapporteur, non, on l'a auditionné. La puissance l'a invité. Monsieur le rapporteur, alors, que vous inspire tout cela? Madame la Présidente, notre excellent ancien collègue, le doyen Gélard, a conclu en disant « on peut s'interroger ». Eh bien, s'il avait l'amabilité d'enlever le point d'interrogation et de nous dire ce qu'il conclut de ses précédentes études. L'interrogation n'en est pas une, en fait. Vous avez bien compris. Je pense que 80% des autorités administratives indépendantes devraient disparaître. Voilà. Et être fusionnées, remplacées, remis à leur place en tant que commission interne d'un ministère, qui n'ont pas de raison d'être, en tant qu'autorité administrative indépendante, où souvent d'ailleurs, il n'y a pas d'indépendance et ce ne sont pas des autorités. Oui. Mais cher Patrice Gélard, avez-vous conscience que ce n'est pas du tout l'opinion des représentants des autorités administratives indépendantes que nous auditionnons? J'ai connu ce problème lorsque on a adopté le défenseur des droits, où j'ai vu deux responsables d'autorités administratives indépendantes se transformer en tigresses pour assurer la défense pied à pied de leur institution. Je ne suis pas convaincu qu'elles avaient raison, mais je crois que quand on est dans une institution, on veut la maintenir quoi qu'il arrive, même si elle n'est pas bonne. Alors, c'est une question qui m'interpelle, mais à partir du moment où on crée, chacun sait que la loi de Parkinson s'applique et que par conséquent, on va vouloir tout faire pour qu'elle se maintienne et se développe. Alors, je ne vais pas être cruel, puisque vous nous avez dit que vous étiez, on s'en était rendu compte, membre d'une autorité administrative indépendante. Donc, je ne vous demanderai pas si la poursuite de l'activité de cette autorité vous paraît utile. Elle est pour l'instant utile tant que nous n'avons pas de SCOT sur tout le territoire. Oui, ça relaie bien. Merci de cette remarque parce que ça relaie bien notamment ce que Gérard a dit hier. Le jour où il y aura des SCOT, ça y est. À ce moment-là, c'est les tribunaux qui statueront s'il y a le moindre litige. Mais tant qu'il n'y a pas de SCOT, l'unité ne peut être faite que par une autorité nationale.
Je vois déjà que vous êtes quand même assez imprégné Non, par pas le trop. fond. Alors, en regardant, cher Patrice Gélard, les curriculum vitae des membres de ces autorités administratives indépendantes, il m'apparaît, et ce n'est pas une surprise, mais c'est plus qu'une confirmation, quand même un étonnement au degré où cela en est, que les membres de ces autorités administratives indépendantes sont essentiellement des représentants, je n'ose pas dire d'une nomenclatura, parce que ça a une mauvaise image, hein. Bon. Mais d'un certain profil, ou d'un profil certain. Qu'il en est même qui siègent dans plusieurs autorités administratives indépendantes, tout en ayant des responsabilités professionnelles dans des structures, dans des grands corps de l'État, tout en ayant en même temps toute une série de missions dans nombre de commissions ou de missions particulières. Et qu'est-ce que cela peut vous inspirer? La très forte tradition bonapartiste de nos institutions. Ça c'est très désagréable pour Bonaparte, surtout à la veille du bicentenaire du 18 juin. Oui, mais en fin de compte, nous avons une très forte tradition de l'État tel qu'il est né avec le consulat et l'Empire. Et on a beaucoup de mal à s'en débarrasser. C'est pas forcément mauvais d'ailleurs. Ça permet d'avoir une bonne organisation administrative qui a été calquée dans un très grand nombre de pays. Mais par contre, effectivement, nous n'avons pas une nomenclatura, mais nous avons, disons, une certaine aristocratie du pouvoir qui se met en place, indépendamment des partis politiques d'ailleurs. Là, nous sommes tout à fait d'accord. Oui. Est-ce que c'est la tradition bonapartiste avant Bonaparte? Monarchiste, disons. Oui, c'est-à-dire des bénéfices. Oui, oui, bien sûr. Des bénéfices d'Ancien Régime. Parce qu'en fait, c'est quand même quelque part un retour vers la féodalité. Parce qu'ils sont, le fait d'être indépendants. Non, mais il faut quand même bien réaliser. Ils sont indépendants. Oui, enfin, ces hauts fonctionnaires sont indépendants. Non, mais il y a quand même une sorte de. Bon, d'église sans Dieu. Parce que c'est tout. Enfin, bon, quand on regarde, c'est quand même tous les mêmes. Hein. Ils appartiennent tous au même milieu. Enfin, ils se marient entre eux. Bon, très bien. Et ils viennent des mêmes écoles, par les mêmes filières, très bien. Et c'est quand même quelque part. C'est vrai, ça fait un peu bizarre, mais quelque part, ce sont des bénéfices ecclésiastiques pour certains. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Parce que tout de même, il y a un cas que tu oublies, c'est le mérite. Les tours extérieures sont souvent là pour récompenser le mérite. Effectivement, j'ai dans l'esprit un certain nombre de membres du Conseil d'État, par exemple, qui ont été nommés au tour extérieur et qui méritent parfaitement. Or, Sénat, par exemple, mérite parfaitement d'être au Conseil d'État et il le doit qu'à son mérite et non pas à autre chose. Non. Alors, il a servi quand même le roi. Non, il a rédigé des discours. Oui. Il a servi le roi, donc c'est normal qu'il accède à la noblesse. Hein. Oui. Pour être plus précis dans ma question, Pardon. Certainement, et nous n'en doutons pas d'ailleurs, il y a une autre fonction publique extrêmement compétente. Le tour extérieur aussi permet souvent d'y accueillir des gens qui ont montré par leur expérience et leur activité, leur capacité professionnelle. Il ne s'agit pas de remettre en cause les compétences de ces femmes et de ces hommes. Il s'agit de s'interroger sur le fait s'il est sain dans une démocratie que pratiquement tous les membres des collèges de ces autorités administratives indépendantes, qui se multiplient, parce qu'en moyenne on en crée une par an. 4 par an. Voilà, qu'ils ressortent tous du même moule, avec quand même pour la plupart les mêmes formations, la même façon de voir les choses. Plus un certain nombre de nominations qui sont très clairement à caractère politique. Puisque si on regarde les nominations faites par le pouvoir exécutif avant alternance
et après alternance, je peux très clairement dire que la sensibilité politique n'est pas neutre dans les nominations des exécutifs. Et je rajoute qu'il ne s'applique pas le non-cumul de mandats. Oui, parce que là, il y a une accumulation. Alors, ils doivent être particulièrement travailleurs, particulièrement compétents, parce que quand on constate que nous, il serait difficile d'être à la fois adjoint d'une commune de 15 habitants et parlementaire, mais eux, ils sont capables, et en particulier ceux qui ont beaucoup disserté là-dessus, ils sont capables d'être à la fois dans toute une série de structures, et pas simplement des autorités administratives indépendantes, qui nécessiteraient à la fois une présence, mais un soin tout à fait particulier. Alors, j'aimerais avoir votre opinion. Alors, ce qui est visé ici, ce sont les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires. C'est-à-dire essentiellement ceux que l'on retrouve partout, les conseillers d'État, les conseillers de la Cour des comptes, les inspecteurs des finances, etc., qui effectivement sont, je dirais, interchangeables d'une autorité à l'autre. Et est-ce que ça ne fait pas partie de leur fonction? Dès le départ, à partir du moment où on arrive à un certain niveau, comme par exemple conseiller d'État, est-ce qu'automatiquement ça ne fait pas partie de leur fonction? Est-ce que leur fonction initiale de conseiller juridique du gouvernement ou de juge administratif ne disparaît pas au profit de ce genre de choses, parce qu'il faut que l'État ait des représentants partout? Et donc, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'arrivé à un certain niveau de la fonction publique, on n'est pas nécessairement impliqué dans la multiplication de fonctions, de charges ou autres, un peu comme au MEDEF, on fait partie de plusieurs conseils d'administration d'entreprise? Oui, et alors là, d'ailleurs, j'ai remarqué que certains d'entre eux, qui sont aussi dans la haute fonction publique, font partie d'un certain nombre de conseils d'administration d'entreprise. D'entreprise publique, souvent, oui. Hein? Oui, oui. Hein, Nombre de mandats, donc la question plus précise, c'est de savoir, avec la multiplication des autorités administratives dites indépendantes, si ces grands corps peuvent fournir autant de travail et de compétences. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions. Certaines autorités administratives sont très prenantes. Par exemple, siéger à la CNIL, c'est extrêmement prenant. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus légères, où les réunions se tiennent une fois par trimestre ou une fois par mois. J'appartiens malheureusement à une commission qui siège toutes les semaines à ce moment, parce qu'elle n'a pas travaillé pendant 3 mois, faute d'avoir été désignée en temps utile, donc il faut rattraper. Vous rattrapez le retard. Le retard. Et je pense qu'il arrive à un moment donné où l'État a un nombre trop limité de responsables capables d'assumer toute une série de fonctions. C'est-à-dire qu'on retombe toujours sur les mêmes, sur les conseillers d'État, y compris dans les cabinets ministériels, y compris dans les détachements ici ou là. Et donc on a un vivier qui devient trop étroit et qui malheureusement n'associe pas suffisamment de monde, et notamment qui est exclusivement parisien. On ne peut pas dire que ce soit un vivier ouvert sur l'ensemble de la France. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Oui. Pierre-Yves ? Oui. Eh non. C'est ça un peu le problème. Où ils sont indépendants et bon, ils n'ont pas à avoir ce lien. D'autre part, ça pose quand même la question. Je vois par exemple la Cour des comptes. À peu près, il y en a un tiers qui est en activité à la Cour. Tous les autres sont dans la nature. Ils ne peuvent pas faire les deux. Non, mais c'est quand même assez extraordinaire. Monsieur le rapporteur. Oui. Vous nous avez dit, finalement, il y en a 80% qui ne justifient pas le statut d'autorité administrative indépendante. Je crois que c'est une conclusion de vos travaux qui est extrêmement intéressante. Mais pour celles qui resteraient, si, par exemple, notre rapport concluait dans un sens similaire et que nous fassions des recommandations en ce sens, pour les 20% qui resteraient, quelles seraient vos recommandations fondamentales? Première recommandation, quelqu'un qui est nommé dans une autorité administrative indépendante n'est pas renouvelable. C'est la première. Deuxième élément, des garanties financières d'indépendance de cette autorité administrative, ce qui n'est pas toujours le cas. Chacun sait que
l'une des préoccupations essentielles de la plupart des responsables d'autorités administratives indépendantes est d'aller mendier chaque année au moment du vote du budget. Et certains n'ont pas les moyens nécessaires pour mener à bien leurs tâches. Pas tous, mais certains. Ça, c'est la deuxième obligation. Troisième obligation, un contrôle permanent du Parlement. Le Parlement doit être associé en permanence au travail de ces autorités administratives indépendantes, de la même façon que le gouvernement est sous le contrôle permanent du Parlement. Parce que c'est un démembrement de l'action gouvernementale et que, par conséquent, ce démembrement doit être contrôlé de la même façon que le gouvernement. Jean-Léonce ? Oui, merci Madame la Présidente. J'avoue que j'apprécie particulièrement les propos qui sont échangés. Je voulais revenir sur les problèmes de rémunération. Tout simplement, j'ai bien compris au travers des propos du doyen Gélard qu'elles pouvaient être extrêmement différentes. J'avais quelques chiffres qui remontent à 2010 et qui laissent penser des situations extrêmement diversifiées, puisque ça peut aller d'indemnités de l'ordre de 30 000 euros à 300 000 euros pour un certain nombre de responsables de ces autorités administratives indépendantes. Et j'écoutais le doyen Gélard qui nous expliquait que ici ou là, cela peut effectivement se cumuler, soit parce qu'on est dans plusieurs autorités administratives, soit parce qu'on siège dans un certain nombre d'entreprises peut-être publiques, soit parce qu'on a un statut ici de retraité de la fonction publique. Il me semblerait à un moment où il y a une sensibilité extrêmement forte que nous-mêmes, les élus, nous subissons largement. Il me semblerait utile que notre commission d'enquête puisse avoir des éléments actualisés sur ces conditions de rémunération et sur l'intégralité des rémunérations des personnes concernées. Et je voudrais insister sur ce que disait le doyen, sur peut-être l'utilité de réfléchir effectivement à un statut qui pourrait être un peu homogénéisé et naturellement au dernier point qu'il a soulevé, qui est la nécessité absolue du contrôle par le Parlement, mais comme il l'a dit, d'un contrôle permanent. Donc je voulais simplement, ce n'était pas tout à fait au doyen, mais c'est pour rebondir sur ces propos, est-ce que nous avons envisagé d'obtenir effectivement ces renseignements ? C'est dans le questionnaire. C'est dans le questionnaire. Chers collègues, c'est dans le questionnaire et nous veillerons Merci, monsieur de le rapporteur. manière attentive à ce que des réponses précises soient apportées à ces questions. Gérard Cornu. Oui, j'apprécie les propos du doyen Gélard, qui a une parole vraiment indépendante, lui. Et effectivement, il y a des affirmations qui m'interpellent. Chacun a bien compris qu'il y avait une difficulté pour mesurer l'indépendance réelle des hautes autorités. C'est ce qu'a confirmé le doyen Gélard. Il a parlé aussi que finalement, il y a peut-être 80% de hautes autorités qui pourraient être attachées au ministère de façon à responsabiliser les ministères qui se déchargent de ces responsabilités. Ça veut dire qu'il en resterait quand même une 20% restant. 20% sur 42, si on est à peu près, on sait à peu près compter, ça fait 8 à 9, voilà. Est-ce qu'on peut encore, est-ce que c'est finalement... comme on n'arrive pas à mesurer l'indépendance, est-ce que finalement on peut ne pas supprimer l'ensemble de ces hautes autorités et les rattacher toutes à des ministères? Première question. Deuxième question, comment actuellement elle fonctionne avec des moyens, avec des locaux, etc. Comment faire pour supprimer tout ça, parce qu'on s'imagine bien qu'il y a des statuts, il y a pas mal de choses, et ça doit être assez compliqué. Et puis troisième question, tu as parlé des obligations de l'Europe concernant ces hautes autorités, avec des créations qui sont dues en fait à l'organisation européenne. J'avais posé d'ailleurs la question à un intervenant qui n'avait pas pu me répondre sur le nombre de hautes autorités qui étaient dues à l'Union européenne et donc qui doivent se retrouver certainement dans tous les autres pays d'Europe. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus là-dessus? Il y a une question que j'ai répondue dans les trois questions que tu poses. C'est celle sur les moyens, puisqu'il y a un projet à l'heure actuelle
de regrouper un certain nombre d'autorités administratives indépendantes dans le même local et donc de faire des économies par là même en matière de location ou d'hébergement d'un certain nombre d'autorités administratives indépendantes. Cela dit, et j'en reviens aux quelques dizaines d'autorités administratives indépendantes indispensables, on ne peut pas rattacher à un ministère le défenseur des droits. On ne peut pas rattacher à un ministère la CNIL. On ne peut pas rattacher à un ministère le CSA. Il y a quelques organismes de ce genre qui sont une image de la démocratie, de l'indépendance et de la liberté, et ils doivent le rester. Alors peut-être qu'il faut un peu s'interroger sur la réalité de leur indépendance, notamment dans la composition des conseils qui les administrent, mais il n'empêche que ceux-là sont indispensables. Par contre, que le dopage soit contrôlé par une autorité administrative indépendante ou par une commission de ministère, moi je trouve que le résultat est exactement le même. Ce n'est pas l'avis du président. Hein. Oui, je sais. Mais toujours pareil, il s'agit de défendre. Elle devrait même être européenne. Oui, voilà. Parce que les manifestations sportives sont à l'échelle. Alors, ça, c'est l'argument qu'on va retrouver pour répondre à la troisième question. C'est qu'un certain nombre d'autorités administratives indépendantes vont tenter de se justifier en disant qu'elles sont indispensables dans le cadre de l'Union européenne. Oui. À ma connaissance, il n'y en a qu'une à l'heure actuelle qui obéit à cette règle. Il n'y en a qu'une. Et pourtant, il n'y en a pas qu'une qui le dit. Hein. Mais il y en a deux ou trois qui disent qu'elles sont indispensables. Oui. Oui. C'est la sûreté nucléaire? Oui. Oui, oui. C'est la sûreté nucléaire qui est. Sûreté nucléaire. L'énergie, non. Pas de raison. Oui. Oui, il faut qu'on le creuse, ça. Alors, Pierre-Yves, et après je donne la parole à Agnès C'est Canaillet qui a demandé. un point très important parce qu'en fait, vu d'en haut, on a l'impression qu'il y a deux types d'autorités indépendantes. Il y a celles dont le but est d'améliorer la liberté, de faire en sorte que le citoyen ait des recours, enfin, etc. Et puis une autre catégorie, généralement, faire croire qu'il y a de la concurrence là où il n'y en a pas. En particulier dans les réseaux, enfin l'énergie, enfin, etc. Bon. Donc voilà comment ça se présente. Pardon. Oui. Bon, voilà, il s'échine à faire croire qu'il y a parce que de fait, il n'y en a pas. Hein, je veux dire, bon. Alors, moi, j'ai toujours cru quand même qu'il y avait un fondement dans les traités à cela. À ton avis, non? Je ne crois pas. Je ne vois pas à l'heure actuelle. L'énergie, sûrement pas. Médiateur national de l'énergie, il n'y a pas d'obligation européenne. Oui, d'accord. Ça, je n'ai pas étudié ce point précis. Il faudra vérifier. Non, mais moi, je propose effectivement qu'avec l'administration, nous fassions un point très précis pour être en. C'est l'intention du, il n'y en a qu'une. C'est l'intention du rapporteur. La sécurité, c'est tout. Alors, Agnès Canaillet avait demandé la parole. Oui, merci beaucoup, effectivement. C'est juste pour poser une question qui est peut-être un peu naïve et directe. C'est vrai que je connais bien vos travaux quand même pour avoir suivi longtemps vos travaux plus généralement et vos rapports sur les AI plus spécifiquement. C'est vrai que les autorités administratives indépendantes, au départ, ont quand même été créées pour défendre des grandes libertés, et que ce soit l'audiovisuel, l'informatique et les libertés, enfin l'économie même sur les opérations boursières, enfin, donc était liée à l'exercice des libertés publiques et pour garantir l'autonomie et l'indépendance dans le respect de ces grandes libertés, qu'on voit qu'aujourd'hui, un certain nombre d'AI ont été créés plutôt pour permettre à l'État de se désengager d'un certain nombre, enfin aux administrations centrales, de se désengager d'un certain nombre d'actions de mise en œuvre ou de régulation de dispositifs. Néanmoins, au départ, une des idées aussi était que l'indépendance était garantie grâce à la neutralisation des membres, ne serait-ce que par les autorités de nomination et par le fait que, un peu à l'image de ce qui se passe sur le Conseil constitutionnel, les pouvoirs de nomination font que, ayant des nominations différentes, on neutralise et on garantit l'indépendance. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, l'indépendance des autorités administratives indépendantes est lié avant tout à l'aspect collectif? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un modèle collectif identique et que les autorités administratives indépendantes qui reposent sur une personne, notamment les médiateurs,
sont pas véritablement assimilables à cette notion-là. Est-ce que la notion de collectivité garantit l'indépendance ou pas, dès lors qu'elle est appliquée de manière à assurer la neutralisation? Je ne sais pas si j'ai été très claire. Mais... Monsieur le doyen Gillard, moi je rajoute à ce que vient de dire excellemment Agnès, que de mon point de vue, l'État, tu dis, pour se désengager, pour donner, moi je vais dire, donner l'impression de se désengager. Parce que le dossier est sensible, parce qu'il est difficile, donc on crée une AI. Et après, le système de AI, l'indépendance, elle ne vient que du statut, pas du tout de son fonctionnement a priori, puisqu'on n'arrête pas de voir les liens en personnel, membres du collège, etc., etc., de voir que l'indépendance, elle n'est pas si évidente que ça. Elle est par le statut lui-même. Alors, pour moi, c'est à mon avis loin d'être suffisant si véritablement il faut une AI. Mais ce que je crains vraiment, et ça je voudrais vraiment l'avis effectivement du doyen Gélard, est-ce qu'il n'y a pas cette tentation de l'État aujourd'hui, non pas de se désengager, mais de se décharger sur une structure et de donner cette impression d'indépendance par une autre structure, alors que en fait l'État continue, est à la manœuvre, et ça ne peut pas être autrement. Bon, alors, la réponse va être complexe. Pour une raison très simple, c'est que la question l'est. Bon, examinons tout d'abord le cas de celui qui est tout seul, du médiateur par exemple, ou du contrôleur des lieux de détention. Il est tout seul, bien sûr il a des personnels pour l'aider, mais il est tout seul. Est-ce qu'il est indépendant parce qu'il a été nommé par le pouvoir? À mon avis, le fait qu'il ne puisse pas être réélu garantit dans une certaine mesure son indépendance. Et rien ne laisse présumer que M. Delarue n'ait pas fait preuve d'indépendance. Bien au contraire. Et je constate la même chose pour le défenseur des droits. Bien que le défenseur des droits ne soit pas tout seul. Lui, il a 3 conseils pour l'aider. Le problème est un peu différent à partir du moment où il y a un organisme collégial. Mais attention, il faut faire en sorte que cet organisme collégial n'obéisse pas à des règles trop compliquées. Du genre, il faut qu'il y ait l'égalité homme-femme. Il faut qu'il y ait des représentants de la majorité, des représentants de l'opposition. Il faut qu'il y ait des représentants de l'extérieur, des représentants de l'intérieur. Alors, à partir de ce moment-là, on va avoir une série de paramètres qui vont intervenir et qui vont rendre invivable une véritable collégialité. C'est là la difficulté. Alors, l'autorité dans laquelle je siège paraît assez intelligente. D'abord, une poursuite de ce qui existait auparavant. On y retrouve les hauts fonctionnaires, ils sont 4. On y retrouve les personnalités qualifiées, dont 2 désignées par l'un par le président de l'Assemblée nationale, l'autre par le président du Sénat, mais avec un suppléant à chaque fois. Lequel suppléant doit être d'un sexe autre que celui du titulaire et d'une majorité autre que celle auquel il appartient. Donc on a effectivement cet équilibre dont je parlais tout à l'heure. Et puis on a les 4 représentants des autorités locales, c'est-à-dire départements, régions, municipalités et communautés, de communes ou d'agglomérations. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas prévu dans le texte que leur mandat cesse quand leur mandat initial s'arrête. Alors on a des vrais problèmes insolubles, du genre des départements qui ont changé il n'y a pas longtemps, et où le représentant des départements s'interroge encore pour savoir s'il est toujours membre ou non de cette instance. Et puis deuxième élément, c'était l'une des recommandations que nous avions faites, nous ne souhaitions pas qu'il y ait des représentants des collectivités locales qui siègent dans les autorités administratives indépendantes. Peut-être là on avait tort, mais M. Sueur et moi-même, nous avions pensé qu'il y avait une espèce d'incompatibilité, parce qu'à ce moment-là, on défendait beaucoup plus l'autorité locale que l'instance dans laquelle on siégeait. Alors, c'est extrêmement complexe de faire en réalité des conseils qui se tiennent. Je pense qu'on avait assez bien réussi avec le défenseur des droits dans les 3 conseils qui ont été mis en place pour lutter contre les discriminations, lutter en faveur de l'adolescence et de l'enfance et en faveur de la CRDS, enfin, où il y a aussi un conseil. Donc 3 conseils
qui sont composées d'experts, qui sont composées de gens qui ont été intelligemment choisis à l'époque et qui font que ça fonctionne bien. On pouvait s'attendre au pire. En supprimant le défenseur des enfants, on pouvait s'attendre à des réactions très vives à l'étranger ou ailleurs. Ça n'a pas été le cas. Au contraire, l'administration par le défenseur des droits a été plutôt bien appréciée, en règle générale. Donc, on peut se tromper par moment, mais parfois on ne se trompe pas. Et là, c'était l'exemple. Alors, il n'y a pas véritablement de modèle. Tout ce qu'il y a, c'est la compétence qui doit l'emporter à chaque fois, beaucoup plus qu'autre chose, que le sexe. Et ce n'est pas toujours la compétence qui a été retenue dans un certain nombre de conseils. Oui. Moi, j'avais des questions d'ordre un peu déontologie, conflit d'intérêts. Est-ce que vous pensez qu'il est sage que des membres d'autorités administratives indépendantes ayant de très forts pouvoirs, en particulier dans le domaine économique, puissent, postérieurement à leur nomination dans cette autorité administrative indépendante, accepter d'être nommés administrateurs de grandes sociétés cotées en bourse? On pourrait poser cette question-là de façon différente. Non. Si. C'est trop facile. Non, parce que là, je parle de nomination postérieure à leur entrée dans l'autorité administrative indépendante. Oui, nous sommes bien d'accord. Hein, et alors qu'elles sont toujours dans l'autorité administrative indépendante. Je ne parle pas de gens nommés dans une autorité administrative indépendante alors qu'ils étaient déjà avec des postes de responsabilité dans des entreprises. Monsieur le rapporteur, c'est de même nature que l'ouverture à la profession d'avocat de ceux qui étaient parlementaires. Simplement parce qu'ils étaient parlementaires et pas parce qu'ils étaient juristes. Eh oui. On faisait de même nature, ce n'est pas les mêmes conséquences. C'est pas les mêmes conséquences, je reconnais financièrement, mais autrement... Non, mais attention, quand vous êtes dans une autorité administrative indépendante, qui a des pouvoirs décisionnels et des pouvoirs de sanction... Et on peut penser que c'est la récompense, oui. Non. Non, moi je vais... Est-ce que, et ce n'est pas des procès d'intention, est-ce qu'il est raisonnable que quelqu'un qui est dans une autorité administrative indépendante depuis plusieurs années, qui est renouvelée, puisse être nommé postérieurement à cette nomination au conseil d'administration de sociétés cotées en bourse? Ma réponse, je vous la donne dans la proposition de loi que j'ai déposée avec mais si je vous pose la question... puisque c'est non, et que nous interdisions dans cette proposition de loi cette éventualité. Non, mais si je vous pose la question, c'est pour avoir une réponse précise. Là, voilà. De la même, je n'en doutais pas, parce que je l'ai lu, voilà. Hein, mais c'est quand même une réalité, Tout et à encore fait, une mais réalité, c'est non. Et une réalité récente. Eh oui. Mais... Bon. Et alors, bon, c'est pas la même chose, mais nous avons un certain nombre d'autorités administratives indépendantes qui ont des pouvoirs de sanction. Tout à fait. Et qui ont des pouvoirs aussi décisionnels qui peuvent être soumis à la juridiction administrative. Est-ce que ça ne pose pas un problème que dans ces autorités administratives indépendantes, des membres du Conseil d'État ou de la Cour de cassation prennent ces décisions et que leurs décisions soient ensuite soumises à l'appréciation de leurs collègues du Conseil d'État? Mais ils ne siègent plus, ils se déportent. Oui, d'accord. Pas très loin. Je n'ai pas de réponse à cette question. Jean-Léon. Une toute petite remarque et puis une question en complément de mon intervention tout à l'heure. La petite remarque, c'est que je me demandais si on ne pourrait pas rebaptiser les AAI, en écoutant les uns les autres, autorités administratives interdépendantes. Mais c'est juste comme ça une proposition. Jean-Léon, plus sérieusement, naturellement. Plus sérieusement, naturellement. Non, je reviens sur les propos du doyen Gélard qui parlait de contrôle permanent du Parlement. Est-ce qu'il pourrait nous dire quelle forme de contrôle il lui serait souhaitable d'envisager? Bien, tout d'abord, depuis le rapport de 2006, on a réussi à obtenir
le fait que les autorités administratives indépendantes, pratiquement chaque année, viennent en rendre compte devant la commission compétente de leur activité au moment de la rédaction du rapport. Il n'y avait pas de rapport partout, hein, mais maintenant on commence à voir apparaître dans toutes les autorités administratives indépendantes des rapports. Il y en a encore une ou deux ou trois qui ne font pas de rapport annuel. Il faut absolument les obliger à en faire un. Donc ça, le problème du rapport. Mais il y avait une deuxième idée que nous avions, qui était qu'il était nécessaire qu'il y ait un commissaire du gouvernement qui contrôle le fonctionnement de ces autorités administratives indépendantes. Ce commissaire du gouvernement n'a pas été mis en place dans plus de 4 ou 5 autorités administratives indépendantes. Il pourrait y avoir un représentant du Parlement qui soit désigné pour contrôler un peu ce qui se passe. Il faut faire des enquêtes sur pièce et sur place, comme la Commission des finances a l'habitude de le faire pour certains organismes. Je pense que surtout c'est un rapport de confiance qu'il doit y avoir entre le Parlement et le responsable de cette autorité administrative indépendante. Et ce rapport, par exemple avec M. Delarue, c'était parfaitement établi. Hein, il venait régulièrement, il rendait compte, il ne se plaignait pas d'ailleurs, parce qu'il y en a aussi des présidents qui se plaignent en disant qu'ils n'ont pas assez d'argent, pas assez de moyens, etc. Mais c'est un moyen de confiance qui s'établissait. On a eu à un certain moment, bien que ce ne soit pas une autorité administrative indépendante, ce même type de rapport avec le président du Conseil économique, social et environnemental. C'était de bons rapports, mais les choses se sont distendues au cours des dernières années. Je trouve qu'il n'y a plus ce lien qui était entre le Conseil économique, social et environnemental et le Parlement, surtout le Sénat. Alors, il y a donc là des choses faciles à faire. Hein, prenons un exemple tout simple. Se recevoir une fois tous les trimestres, par exemple, ou tous les semestres, c'est une bonne chose. Et ce que l'on fait, par exemple, à la Commission des lois, traditionnellement, avec les notaires, les avocats, les huissiers, etc., on peut parfaitement le faire de la même façon avec les autorités administratives indépendantes. Et ça crée un climat de confiance vraiment important. Et puis ce sera d'autant plus facile si on en supprime 4 sur 5. Voilà. Michel Canevet peut dire peut-être qu'à la Commission des finances, bon nombre des AIP font partie du périmètre de son rapport spécial. Oui, effectivement, pour celles qui relèvent des services du Premier ministre, elles font l'objet du rapport spécial et j'ai eu l'occasion effectivement de rencontrer un certain nombre de responsables ça pourrait être généralisé comme de ces autorités pour pouvoir évaluer le fonctionnement. Par exemple, vous évoquiez tout à l'heure le contrôleur général des lieux de privation. Est-ce qu'il n'y a pas, avec le défenseur des droits, peut-être un regroupement à opérer, parce que je m'aperçois qu'il travaille un peu dans le même créneau d'activité, certes un peu plus spécialisé pour ce qui concerne le contrôleur général, mais on s'aperçoit que les deux interviennent quasiment sur les mêmes champs. Ça permettrait déjà d'agir dans l'objectif de réduire significativement le nombre. Lorsque j'étais rapporteur de la loi sur le défenseur des droits, j'étais personnellement partisan de la fusion du contrôleur des lieux de détention avec le défenseur des droits. Mais il y a eu une résistance très active de la part des membres de la commission des lois. Pour une raison d'abord essentielle, la personnalité de M. Delarue qui était incontestable. Et ce que je crains, c'est que si on supprimait maintenant, on dise on fait le procès après coup de M. Delarue. Donc, il y a donc là un problème compliqué qui vient de la qualité exceptionnelle du responsable de cette autorité administrative indépendante. Mais au fond, je suis d'accord avec vous. Et l'argument qui consiste à dire ils font des choses différentes, à mon avis, n'est pas le bon argument. Parce qu'en fait, le défenseur des droits visite les prisons, entend les délinquants, entend les gardiens de la même façon que les représentants du contrôleur des lieux de détention. Si ce n'est pas le seul regroupement, ça permettra de faire passer le problème psychologique. Parce que ce n'est pas le seul cas. Il faut rendre hommage, effectivement, à M. Delarue, qui a été exceptionnel dans une mission très difficile. Mais effectivement, le défenseur des droits pourrait récupérer d'ailleurs tout le réseau du contrôleur. Monsieur le rapporteur.
Oui, monsieur Delarue est une personnalité exceptionnelle et ça a justifié, faut le dire, la position de la commission des lois. Pardon. Oui, pour une dernière question, parce qu'après je vais demander au rapporteur de conclure. Sauf que en l'espèce, un peu la situation un peu de freelance du contrôleur, je crois, est un plus. Et moi, ce dont j'avais peur, c'est que pris dans une grande... parce qu'il y a aussi l'effet d'administration, enfin, etc., où on s'aperçoit que, bah, ma foi, l'essentiel, finalement, disparaît au bout d'un moment. Donc, cette espèce de... Encore une fois, je prends l'image de freelance, me paraît quand même un plus dans ce type dans ce type de situation. Mais c'est vrai que c'est très, très lié à la personnalité. C'est bien noté. Monsieur le rapporteur, pour qu'on termine cette audition. Oui, sur l'évolution, donc on a vu qu'il y avait pratiquement en moyenne une création par an. Bon, pas la peine de revenir là-dessus. Mais récemment, dans un texte de loi qui est encore en discussion, le projet de loi dit Macron. Encore. Hein, on voit qu'une autorité comme l'autorité de la concurrence voit son champ d'action, ou verrait son champ d'action considérablement étendu, y compris dans des professions juridiques. Considérez-vous que c'est la conséquence des dispositions européennes, premièrement, et deuxièmement, que c'est souhaitable? Alors, je réponds à la deuxième question, ce n'est pas souhaitable, et d'une. Je ne crois pas que ce soit une obligation européenne, mais par contre, c'est une solution de facilité, une fois de plus, qui permet de faire ce que le gouvernement recherche en permanence, c'est-à-dire se dégager d'un certain nombre de responsabilités sur des organismes qui apparaîtront, vu de l'extérieur, comme indépendants. Pas d'autres questions, monsieur le rapporteur? Non, c'est une excellente conclusion. Eh bien voilà. Il nous reste à remercier notre collègue, ancien collègue, mais collègue toujours dans nos cœurs, de Patrice Gélard. Vraiment merci. Et c'était très, très important pour nous de bien partir de cette audition et de tous les travaux que nous avons explorés, qui sont vraiment une base de travail vraiment formidable pour nous. Merci Patrice. C'était un bon moment pour nous. Voilà pour cette audition de Patrice Gélard, ancien sénateur, auteur de 2 rapports d'information sur les autorités administratives indépendantes. Vous avez pu l'entendre, il est plutôt critique vis-à-vis de ces autorités. Et ironie du sort, maintenant qu'il n'est plus sénateur, il est également membre de l'une de ces autorités administratives indépendantes. Je vous rappelle les missions que se sont fixées les sénateurs à travers cette commission d'enquête. Tout d'abord auditionner de façon exhaustive toutes les autorités administratives indépendantes en France. Elles sont environ une quarantaine. Également voir si ces autorités qui ont acquis un rôle central dans notre dispositif institutionnel n'ont pas justement un pouvoir trop important au détriment notamment du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Tout de suite, on va voir une autre audition dans le cadre de cette même commission d'enquête, l'audition de Bruno Lasserre, qui est président de l'autorité de la concurrence. Je vais brosser à grands traits le portrait de l'autorité de la concurrence, qui, comme vous l'avez souligné, est l'héritière d'une institution plus ancienne, le Conseil de la concurrence, qui avait été créé sous l'impulsion du ministre Balladur. C'était l'époque où on avait libéré les prix, et en échange de cette libération des prix, le gouvernement de l'époque avait souhaité créer un contre-pouvoir pour vérifier que les entreprises respectaient le jeu, et notamment ne s'entendaient pas entre elles pour augmenter artificiellement les prix. Et c'est en 2009 que l'autorité de la concurrence a pris le relais du Conseil de la concurrence. C'est la LME, la loi de modernisation de l'économie, qui l'a créée, qui a défini ses pouvoirs. Et je voulais à cette occasion saluer le rôle du Sénat, puisque, comme vous le savez, c'est le Sénat qui a exigé que la création de cette institution, qui à l'origine devait être créée par ordonnance autorisée par le Parlement, c'est Gérard Larcher, qui était rapporteur de la LME, qui a introduit par amendement dans le texte de la LME les traits caractéristiques de l'autorité de la concurrence, et ceux-ci ont été précisés par une ordonnance de novembre qui a essentiellement porté sur des questions de procédure. Donc nous sommes aussi d'une certaine manière le produit d'une volonté parlementaire d'inscrire dans la loi les principaux traits caractéristiques de cette institution. Alors, la particularité de cette institution, c'est qu'elle a une compétence générale sur l'économie. Nous ne sommes pas sectorisés, nous surveillons le respect des règles du jeu dans toute l'économie. Et c'est important parce que
il n'y a aujourd'hui aucune exception à l'application des règles de concurrence. Les dernières exceptions concernant la banque ou l'audiovisuel ont été levées. Donc nous avons une compétence générale et qui se renforce. Pourquoi ? Parce que dans les industries, dans les secteurs qui sont passés progressivement du monopole à la concurrence, la régulation ex ante a tendance à diminuer au profit du droit commun de la concurrence, d'une surveillance des comportements qui incombe à l'autorité généraliste. Deuxièmement, et c'est un point important, je voudrais parler aussi du partage des rôles avec la Commission de Bruxelles. Nous sommes conduits à intervenir de plus en plus dans l'application du droit européen de la concurrence qui, par un effort en quelque sorte de subsidiarité, est de plus en plus délégué au capital national. Alors, l'organisation, elle est très simple. Nous avons un collège de 17 personnes, comme vous l'avez rappelé, mais dont seulement 5 sont permanents, un président et 4 vice-présidents. Les 12 autres membres du collège ne siègent que pour les séances auxquelles ils sont invités. Ce sont des juges, ce sont des professeurs de droit ou d'économie ou des personnalités ayant exercé ou exerçant des responsabilités dans le monde économique. Donc, nous ne sommes pas simplement des experts, mais aussi des gens qui viennent d'horizons très divers pour contribuer à nos délibérés, à nos décisions. La séparation des fonctions entre la décision qui revient au collège et l'investigation, l'enquête, l'instruction qui appartient au service d'instruction est garantie pour justement garantir l'impartialité de la décision finale. Et c'est un trait caractéristique de l'autorité de la concurrence que de séparer strictement ce qui relève de l'instruction et de l'enquête d'une part, dans laquelle le collège ne joue aucun rôle, et la décision finale qui est prise par le seul collège délibérant. Les attributions principales sont au nombre de 3. La première, c'est vérifier que les entreprises respectent les règles du jeu, ne s'entendent pas entre elles de manière illicite ou abusent de leur pouvoir de marché. C'est le droit commun de la concurrence et naturellement, la loi nous habilite à sanctionner les comportements illicites jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial du groupe dont relève l'entreprise. Le plafond a été fixé par la loi NRE de 2001. De ce point de vue-là, je le dis très clairement, nous sommes une autorité active, une autorité même la plus active en Europe. Et je voudrais citer quelques chiffres, puisque depuis 2004, nous avons créé avec la Commission européenne et les 27 autres autorités nationales un réseau des autorités de la concurrence qui se partagent les affaires d'entente ou d'abus de position dominante. C'est par exemple la Commission qui enquête en ce moment sur le moteur de recherche Google, mais dans certains cas, c'est des autorités nationales qui enquêtent et décident. Et c'est très important, depuis le 1er mai 2004, quand on regarde les chiffres autorité nationale par autorité nationale, c'est l'autorité française qui a été la plus active. Elle a ouvert 236 cas sur lesquels elle a enquêté. La Commission européenne, 281, donc nous ne sommes pas très loin finalement dans le nombre. Nous avons été l'autorité qui a donc ouvert le plus grand nombre de cas et pris aussi le plus grand nombre de décisions fondées sur le traité européen 112, ce qui nous porte là encore au niveau le plus actif des autorités nationales. Pour être tout à fait franc, nous croyons à la dissuasion, c'est-à-dire nous pensons que les ententes entre entreprises concurrentes endommagent l'économie, augmentent artificiellement les prix et aussi affaiblissent la compétitivité de pans entiers de notre industrie. Et nous faisons notre job, je dirais, nous exerçons notre rôle avec fermeté, dissuasion, mais aussi individualisation pour adapter la sanction aux capacités contributives des entreprises. Je pourrais prendre quelques exemples, mais aujourd'hui, je voudrais citer simplement quelques chiffres. L'année dernière, le montant total des amendes prononcées par l'autorité de la concurrence a été supérieur à 1 milliard d'euros, donc c'est important. Et cet argent a été recouvré, puisque les chiffres du recouvrement sont de 99% pour 2014. Donc cet argent est effectivement entré dans les caisses de l'État et a financé l'émission d'intérêt général financée par le budget de l'État. Je reviendrai sur cette activité. Nous pouvons aussi, parallèlement à la sanction, négocier des solutions et
inviter les entreprises à prendre des engagements que nous rendons obligatoires. Et l'année dernière, ou cette année, il y a eu des affaires qui ont, je dirais, impacté la vie quotidienne des Français. Par exemple, nous avons travaillé sur l'obligation pour Nespresso d'ouvrir le marché des capsules à des industriels distincts pour pouvoir animer la concurrence sur ce marché. Nous avons négocié avec Booking.com des engagements pour restaurer la liberté tarifaire des hôteliers et rétablir un rapport de force plus équilibré entre les hôtels et Booking. Nous avons agi sur beaucoup d'autres secteurs, par exemple les billets SNCF et d'autres sujets sur lesquels nous avons, je crois, simplifié la vie des Français, donné des chances à des entreprises nouvelles qui acceptaient de prendre des risques et parfois de bouleverser les équilibres existants. Le deuxième sujet sur lequel nous intervenons, c'est le contrôle des structures, c'est-à-dire que nous examinons les fusions et les rachats notifiés par les entreprises. Et à ce titre, nous examinons environ 200 opérations de fusion ou de rachat par année qui nous sont notifiées, c'est-à-dire les entreprises nous demandent d'autoriser leur fusion et nous regardons si l'opération n'endommage pas la concurrence. Les chiffres sont à peu près stables. Sur 200 opérations notifiées, à peu près une centaine fait l'objet d'une réponse simplifiée en moins de 15 jours. C'est-à-dire que nous donnons notre feu vert en moins de 15 jours, ce qui évidemment est rapide et permet à l'entreprise de réaliser son projet dans les plus brefs délais. Nous ne soumettons notre feu vert à des conditions. Nous n'avons, depuis la création de l'autorité, jamais refusé une opération de concentration. Nous n'avons jamais dit non. Nous avons toujours accompagné, subordonné le feu vert à des conditions qui souvent ont été acceptées par les entreprises. Nous intervenons dans 10% des cas, c'est-à-dire que en moyenne, ou 5%, entre 5 et 10%, en moyenne, nous donnons notre feu vert inconditionnel à plus de 190 dossiers sur 200, et c'est environ 10 dossiers qui font l'objet de conditions que nous posons, de vente par exemple de magasins lorsqu'il s'agit de fusion entre chaînes de distribution ou d'engagements comportementaux dans un certain nombre de cas. Pour traiter ces 200 opérations, nous avons 12 personnes. C'est à peu près le niveau moyen d'une équipe que met la Commission européenne sur une seule opération. C'est vous dire, et je reviendrai sur cette question des moyens, que c'est extrêmement tendu à l'autorité. D'autant plus que depuis 2009, la Commission européenne, et c'est une bonne chose pour la France, renvoie de plus en plus l'examen de dossiers européens à Paris. Et beaucoup d'opérations importantes ont été renvoyés à Paris, le rachat de Dia par Carrefour, le rachat des cliniques du pôle général de santé, la vente de Total Gaz, Monsieur Bricolage, tous ces dossiers importants, très lourds, parce qu'il faut examiner un grand nombre de zones de chalandise, qui relevaient de la compétence de Bruxelles, ont été renvoyés à Paris, c'est l'autorité française qui les a traités. Mais nous avons, pour traiter tout cela, 12 personnes. Le troisième compétence, qui prend souvent une visibilité forte, c'est l'activité consultative. Nous émettons des avis, nous faisons des enquêtes sectorielles sur un certain nombre de secteurs économiques pour faire des recommandations, non pas pour punir ou détecter des infractions, non pas pour statuer sur des opérations de fusion ou de rachat, mais pour examiner le fonctionnement de la concurrence dans tel ou tel secteur et faire des recommandations qui s'adressent soit au gouvernement et au Parlement, pour lever par exemple des obstacles à la croissance ou à la libération de certains pans entiers de notre économie, soit pour adresser des signaux aux entreprises pour qu'elles adaptent leur comportement en fonction du diagnostic que nous portons. Et nous avons travaillé, y compris à la demande du Parlement, notamment sur le sujet des autoroutes, sur le sujet du regroupement des centrales d'achat. C'est le Sénat qui a commandé cet avis qui a été rendu à la Commission des affaires économiques du Sénat. Mais nous travaillons en ce moment sur le processus de normalisation et de certification avec une très vaste enquête sectorielle. Mais nous avons travaillé sur des sujets aussi différents que, par exemple, le marché de la publicité en ligne et le rôle de Google, le statut des gares, par exemple, et le problème de l'exploitation des gares, et certaines
des enquêtes sectorielles, certains des avis que nous avons rendus ont inspiré les travaux législatifs, puisque dans la loi Macron, par exemple, la libération de l'autocar est une proposition de l'autorité de la concurrence. Nous avions rendu en février l'année dernière un avis très complet proposant une évolution sensible des règles du jeu pour faciliter cette offre, et elle a été reprise par le gouvernement dans son projet. Nous sommes évidemment très attachés à cette activité de proposition et de conseil. Pour tout cela, nous sommes 180. Comparer ce chiffre avec les régulateurs sectoriels, c'est souvent bien inférieur. Et nous avons un budget de 19,5 millions, ce qui est également peu si on compare ces ressources avec des autorités sectorielles. Et si nous comparons ces montants avec les montants moyens que mettent les autres pays européens, souvent avec une économie de taille inférieure à la taille française, pour réguler la concurrence dans leur propre pays, et je suis prêt naturellement à développer ce point. Et ce point est d'autant plus important que la loi sur la croissance et l'activité, qui va passer en deuxième lecture au Sénat, attribue de nouvelles responsabilités à l'autorité de la concurrence. J'en cite au moins 3. 1. Et c'est très important, les professions juridiques sur lesquelles, aussi bien en ce qui concerne les tarifs, c'est-à-dire le niveau et la structure des tarifs, mais aussi la cartographie des besoins de ces professions qui va déterminer les conditions d'entrée de ces nouveaux professionnels. L'autorité de la concurrence va avoir l'importance d'expertise, de propositions et d'avis. Donc ça, c'est très important, et nous n'avons pas aujourd'hui les moyens pour le faire si nos moyens ne sont pas renforcés. Dans le domaine de la distribution, de nouveaux pouvoirs nous sont également attribués. Et de manière générale, je voulais vous le dire, l'activité de l'autorité ne fait que croître. La reprise économique fait que de nouveaux projets de fusion ou de rachat nous sont présentés. Il est clair qu'aujourd'hui, les projets trouvent plus facilement un financement. La confiance reprend et d'une certaine manière, les projets de fusion ou de rachat sont plus nombreux. Et pour donner un seul chiffre, le niveau des plaintes devant l'autorité de la concurrence, essentiellement par les entreprises, a tout simplement doublé entre 2013 et 2014. Nous avons 2 fois plus de plaintes avec des moyens constants, voire en régression, que nous en avions en 2013. Et j'ajoute que très souvent, ces plaintes sont assorties de mesures conservatoires qui doivent être examinées en urgence dans 3 ou 4 mois, ce qui suppose évidemment de pouvoir affecter les ressources à cette activité. Donc oui, la situation, je ne vous le cache pas, est tendue. Nous avons accepté les nouvelles compétences qui nous ont été données outre-mer, où nous avions promis un relèvement des moyens de l'autorité, parce que là encore, la loi Lurel a considérablement augmenté les missions de l'autorité outre-mer, où nous agissons beaucoup, mais alors que la promesse publique avait été faite d'augmenter nos moyens, elle n'a pas été tenue, et c'est avec des moyens en régression que nous devons aussi le faire. Donc je suis ravi de cette occasion, je dois le dire, pour insister sur ce point. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Je donne la parole tout de suite à notre rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Alors, nous venons d'entendre le doyen Gélard, notre ancien collègue, qui a fait un rapport qui a marqué sur les autorités administratives indépendantes, ainsi qu'une proposition de loi, et qui vient de nous dire que finalement, il y a bien 80% des autorités administratives indépendantes qu'on pourrait supprimer. Alors, ma première question, c'est considérez-vous que vous faites partie de ces 80% ou des 20% qui restent? Parce que j'ai cru entendre que vous faisiez beaucoup de travail et que vous aviez besoin de personnel complémentaire, ce qui est d'ailleurs le propos de la quasi-totalité des autorités administratives indépendantes. Donc sur cette première question, qu'apporte de plus au fonctionnement de nos institutions une autorité administrative indépendante dans le domaine de la concurrence? Monsieur le sénateur, il n'y a pas dans le monde une économie de marché qui n'ait pas d'autorité de la concurrence. Alors, si vous voulez la jungle, c'est-à-dire si vous permettez aux entreprises de se réunir secrètement pour fixer les prix ensemble, alors effectivement, il faut supprimer l'autorité de la concurrence. Mais ce n'est pas la question, Monsieur le Président. La question, c'est de savoir si le statut d'autorité administrative indépendante est indispensable.
Il date de 86, il n'a jamais été remis en cause, il date même d'avant, puisque c'est en 1953, que la commission technique des ententes et des abus de position dominante a été créée. Il n'a jamais été remis en cause et il a toujours été, au contraire, réaffirmé par les majorités successives. Et il est clair, je suis très clair avec vous, que pour sanctionner, il faut une certaine distance. Et le ministre n'a jamais, lorsqu'il avait le pouvoir de sanction avant 1986, ne l'exerçait pas parce qu'il n'était pas facile pour lui de sanctionner des entreprises. Deuxièmement, et je vais vous le dire très franchement aussi, la nature ayant horreur du vide, ce que nous ne ferons pas à Paris sera fait à Bruxelles par la Commission européenne. Puisque, évidemment, nous avons des compétences qui se rejoignent, et donc il faut être conscient que tout affaiblissement de l'autorité française reviendra à concentrer plus de pouvoir à la Commission européenne qui traitera les cas que nous ne traitons pas. Et je ne sais pas si les opérateurs français auront toute raison de s'en réjouir ou de s'en plaindre. Bon, manifestement, vous considérez qu'il est légitime et utile que vous ayez de plus en plus de compétences. Mais ce n'est pas nous, monsieur le sénateur, qui l'avons décidé, c'est le législateur. Oui, alors, monsieur le président, justement, vous m'amenez sur ma deuxième question. Directement. Oui. C'est une transition, et je vous remercie de l'avoir amenée. Parce que vous avez, l'autorité de la concurrence a publiquement soutenu le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances, notamment sur les dispositions relatives aux professions réglementées, alors que ce texte vous attribue de nouveaux pouvoirs en ce domaine. Alors, c'est un peu provocateur, mais est-ce que le Parlement n'en arrive pas à écrire la loi sous, je dirais, non pas les directives, mais les incitations fortes de l'autorité de la concurrence ? Monsieur le sénateur, notre avis sur les professions juridiques date de janvier. Bien après les arbitrages et les choix politiques faits par le gouvernement. Notre avis, je dirais, est venu bien après. Il y a deux questions bien distinctes. Il y a d'abord la question des tarifs et la question de la régulation de l'entrée, qui sont les deux variables sur lesquelles le projet de loi que vous avez cité intervient. Sur les tarifs, c'est l'ordonnance de 1986 qui dit elle-même que lorsque le jeu de la concurrence ne permet pas de fixer les tarifs, parce qu'il existe une situation de monopole ou une insuffisance de la concurrence, les tarifs sont fixés par le gouvernement après avis du Conseil qui est devenu autorité de la concurrence. Donc là où le libre jeu du marché ne permet pas de fixer le prix, il est normal qu'il y ait une régulation gouvernementale et c'est l'ordonnance de 1986 qui date de M. Balladur, donc, qui est l'ordonnance fondatrice de la liberté des prix et de l'économie de marché qui prévoit la consultation de l'autorité de la concurrence chaque fois qu'un prix, qu'un service est en monopole ou où le prix ne peut pas être fixé par le libre jeu de la concurrence. C'est le cas de toutes les professions réglementées du droit qui bénéficient de monopoles. Et donc, de ce point de vue-là, la loi ne fait que revenir au droit commun issu de l'ordonnance de 1986. C'est par hasard que les tarifs des professionnels du droit, je pense aux notaires, aux huissiers, aux administrateurs judiciaires, n'étaient pas fixés selon cette procédure de droit commun. Et c'est vrai que lorsque nous avons été consultés, nous avons dit « cela fait sens » parce que c'est une compétence que nous avons de manière générale. Nous l'avons exercée récemment, par exemple, sur la question des taxis, lorsque le gouvernement nous a consultés sur les forfaits entre l'aéroport et la ville de Paris. Là encore, c'est un monopole. Il n'y a pas de libre jeu de la concurrence. Nous sommes systématiquement consultés par le gouvernement sur ces tarifs. Et donc là, on rejoint le droit commun. Et c'est vrai que nous avons dit cela fait sens. Sur le deuxième sujet, si vous permettez, sur ce premier sujet, est-il opportun qu'une autorité administrative indépendante, quelle que soit la qualité de son président et de son collège, intervienne publiquement pendant le débat, pendant la discussion d'un projet de loi sur des domaines sur lesquels elle est directement concernée. Mais, monsieur le sénateur,
c'est l'inverse. La loi ne nous permet pas de refuser de prendre parti. C'est le gouvernement qui nous a demandé notre avis, qui nous a saisis. C'est pas nous qui nous sommes auto-saisis de ce dossier, monsieur le sénateur. C'est le gouvernement qui nous l'a demandé. Et à partir du moment où nous avons une demande, que le sujet nous plaise ou pas, nous devons apporter une réponse. Enfin, c'est la seule chose que je peux vous dire. Sur le second sujet, la question de la cartographie des professions juridiques et des conditions dans lesquelles de nouveaux professionnels pourraient être autorisés à créer des offices, je vais vous dire toute la vérité. Non seulement ça n'est pas l'autorité qui l'a demandé, mais c'est un arbitrage gouvernemental qui l'a fait sans même que je sois appelé ou consulté sur cette question. Et donc je l'ai découvert une fois que l'arbitrage politique avait été fait, mais ça n'est pas l'autorité de la concurrence qui a demandé à être chargée de ce métier, de ses responsabilités. Et ça, je dirais, je viens de jurer de dire la vérité, c'est la stricte vérité de l'histoire, je dirais, préparatoire à ce texte. Nous sommes loyaux, la loi, je dirais, définit des règles du jeu et nous sommes soumis à la loi, nous l'appliquerons avec toute la loyauté, toute la compétence que nous pouvons mettre sur ce sujet, mais cela ne consistait en rien en une demande de l'autorité. Vous estimez que vous avez les moyens de répondre à cette demande et les capacités? Non, non, nous ne l'avons pas actuellement. Et donc il faut que le gouvernement soit cohérent, c'est-à-dire s'il veut nous confier cette responsabilité. Nous sommes une institution parisienne, nous n'avons pas d'antenne locale. Et donc pour collecter ces données, comprendre la géographie de ces zones, faire remonter toute une série de données qui doivent être les plus fiables possibles et les plus impartiales possibles, non, nous avons besoin de renforcer effectivement notre expertise. Mais je dois dire que sur ces sujets, et là c'est peut-être la divergence avec vous, moi je pense que oui, une vision plus distante, plus économique et peut-être plus distante, oui, des opérateurs n'est pas inutile. Sachez que quand même la structure des tarifs des notaires n'a pas bougé depuis 30 ans. Or ces secteurs, ces métiers ont connu beaucoup de transformations. Les process ont été très modifié. L'informatique a changé beaucoup de choses. Le coût de revient de ces services a beaucoup évolué. Et il n'est peut-être pas inutile non plus d'avoir un regard un peu plus économique, un peu plus distant sur la façon dont la structure de ces tarifs est fixée et leur niveau adapté. Ça, je ne sais pas si c'est une divergence, mais il existe une chancellerie aussi. Mais moi, je n'ai pas à prendre parti, monsieur le sénateur, sur l'arbitrage. Il a été rendu... L'autorité s'est exprimée pendant le débat. Donc on va clore ce chapitre. Il a même été question que vous ayez un regard avisé sur les avocats au Conseil. Mais monsieur le sénateur, cet amendement, je l'ai découvert une fois qu'il avait été adopté. Alors moi, je voudrais qu'on cesse de me faire le reproche de demander des pouvoirs et de, je dirais... cet amendement, je l'ai appris, monsieur le sénateur, par notre avocat au Conseil d'État qui m'a dit, monsieur le Président, êtes-vous au courant de cet amendement? Je dis non, je l'ai découvert comme un quidam, je ne savais même pas qu'il avait été déposé. Alors, moi, je voudrais que cesse, puisque cette audition est publique, je le dis très franchement, qu'on m'accuse de revendiquer du pouvoir. Je dirais, c'est presque un manque de considération. J'ai découvert cet amendement sans que personne n'ait pris la peine de me téléphoner ou de me consulter pour savoir si c'était dans nos cordes, si j'étais d'accord, etc. Alors non, cet amendement, je l'ai découvert par notre avocat au Conseil d'État. Donc on ne vous demande pas toujours votre avis. Ça montre que le pouvoir politique prend des responsabilités, c'est son devoir aussi. Peut-être qu'il pourrait de temps en temps mieux me consulter, mais ce n'est pas moi qui le demande. Et donc arrêtons de présenter l'autorité comme ayant une boulimie de pouvoir. Ce n'est pas ça. Je suis très conscient que l'institution que je préside est fragile, qu'elle a un cœur de métier que personne n'exercera à sa place et qu'il faut renforcer ses moyens pour qu'elle exerce bien les activités que la loi lui confie. Mais je ne suis pas du tout dans une logique de boulimie ou non, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Bien. Et si le gouvernement ne vous donne pas les moyens, vous ferez quoi? Je serai très préoccupé, monsieur le sénateur. Nous aussi. Très préoccupé parce que ce que je dirais, l'autorité fait son métier, c'est-à-dire ça consiste à détecter les cartels secrets, les ententes secrètes, à répondre aux plaintes qui lui sont adressées. Et sur ce sujet, elle est la seule à pouvoir le faire. Et donc, s'il me fallait distraire des ressources
consacré au cœur du droit de la concurrence pour répondre à ces activités de sous-traitance, eh bien c'est la régulation de la concurrence qui en souffrirait. Vous avez une autorité assez généraliste maintenant. Alors, dans ces conditions, quelle est l'utilité d'autorités qui sont plus sectorielles que vous, comme l'ARCEP? Comment envisagez-vous l'articulation? Alors, les autorités de régulation sectorielle, ça ne vaut pas seulement pour l'ARCEP, mais pour la Commission de régulation de l'énergie, le CSA ou d'autres autorités. J'ai pris un exemple, mais ça, oui, la oui, question, on les visait toutes. Ont une activité, comme vous le dites, limitée à un secteur économique, mais aussi des missions plus larges. Par exemple, les obligations de couverture du territoire, l'aménagement du territoire, la résorption des zones blanches, la protection de la qualité du service, l'attribution des fréquences hertziennes, ça n'est pas une activité concurrentielle, c'est plus une activité de réglementation afin de forger l'équilibre que veut la loi. Là où vous avez raison, c'est que avec le développement de la concurrence, il y a une certaine logique à démanteler les instruments les plus interventionnistes de la régulation pour faire confiance au droit commun, lorsque l'industrie se banalise, lorsque les parts de marché se rééquilibrent et que la concurrence fonctionne. C'est vrai que ça se fait, et nous avons de plus en plus de plaintes et de contentieux dans les secteurs régulés, comme les télécoms, l'énergie, les télévisions et les radios, et d'autres secteurs comme le rail ou les transports. Donc oui, ces contentieux montent, et quand j'ai dit doublement des plaintes devant l'autorité de la concurrence, beaucoup de ces plaintes sont dans les secteurs régulés parce que, d'une certaine manière, c'est devant l'autorité que se tournent les acteurs pour trancher les contentieux et les litiges. Or, les moyens ne suivent pas. C'est-à-dire que, alors que nous sommes de plus en plus sollicités pour, en réalité, être les arbitres aussi dans ces secteurs, les moyens ne suivent pas. Autrement, les relations sont bonnes, c'est-à-dire que nous collaborons avec ces autres autorités qui nous apportent leur expertise. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que chaque fois que nous ouvrons une enquête dans un secteur régulé, nous consultons l'autorité de régulation sectorielle qui nous donne son avis, apporte son expertise. Et chaque fois que nous examinons une opération de fusion ou de rachat, lançons ce qu'on appelle une enquête approfondie, nous saisissons pour avis également l'autorité de régulation sectorielle. Inversement, les autorités sectorielles peuvent nous consulter sur des questions qui relèvent de la concurrence ou nous apporter des affaires. Cela arrive notamment dans le secteur de l'énergie où leur activité de veille conduit à détecter des comportements qui relèvent de notre compétence et ils nous transmettent ces plaintes. Je dirais, cela est arrivé. Donc, c'est essentiellement avec les régulateurs des télécoms, de l'énergie et de l'audiovisuel que nous travaillons le plus. Vous avez un pouvoir d'injonction structurel. Pas encore. Enfin, en tout cas, en métropole, pas encore. Oui. Non, mais ailleurs, si. Est-ce que vous avez fait usage de ce pouvoir? Alors, pour le moment, il n'existe qu'outre-mer. Oui. Qu'en outre-mer, nous n'avons pas fait directement usage parce que, je vais vous le dire, monsieur le sénateur, ce pouvoir, il est soumis à un test à la fois de nécessité et de proportionnalité. Ça ne peut pas être un instrument quotidien parce qu'il est relativement interventionniste, mais le texte, en outre-mer comme demain en métropole, nous permet, dans le cas où nous identifions une zone à problème, c'est-à-dire très concentrée, où le supermarché, la chaîne de distribution jouit d'une position dominante et de plus de 50% de part de marché, et qu'on constate un niveau de prix ou de marge plus élevé que dans la moyenne. Ce que nous invite d'abord à faire le texte, c'est négocier des engagements avant de passer, je dirais, à des mesures unilatérales qui d'ailleurs peuvent aboutir à bien d'autres choses que la cession d'actifs. Ça peut être, par exemple, le dénouement d'accords d'achat commun, etc. Enfin, il peut y avoir beaucoup d'autres réponses que la cession d'actifs. Et ce que je constate, c'est que, outre-mer, l'existence de ce pouvoir nous a conduit à résoudre un certain nombre d'affaires sans avoir, justement, à utiliser l'arme ultime, qui est la cession d'actifs. Oui, sur les contrôles. Est-ce que vous avez eu des contrôles, par exemple, de la Cour des comptes? Oui.
2 fois, 3 fois même. Enfin, il y a eu 3 rapports de la Cour des comptes. Il y a eu aussi un rapport de l'Assemblée nationale. Le rapporteur était M. Dosière en 2010. Ils étaient 2 d'ailleurs, M. Dosière et ils étaient deux rapporteurs, je ne me souviens plus. En 2010, nous avons également fait l'objet d'un rapport de l'Assemblée nationale qui avait à peu près le même champ que le vôtre. Et nous avons eu 3 rapports de la Cour des comptes, oui, successifs. Sur les moyens, au point de vue logement, vous avez fait comment? Puisque vous avez de plus en plus de besoins manifestement de surface, comment fonctionnez-vous? Nous sommes hébergés dans 3 bâtiments. Nous avons voulu nous regrouper, ce qui avait fait sens pour une institution récente, enfin qui date de 2009, mais nous n'avons pas les moyens budgétaires de payer un loyer pour l'ensemble de l'institution. Donc nous avons confié notre cas à France Domaine, qui est donc l'administration des domaines. Et je vais vous dire, nous sommes un peu frustrés parce que nous sommes dans le 1er arrondissement, ce qui pourrait paraître finalement inutile. Pourquoi sommes-nous dans le quartier du Palais Royal? Parce que nous avons très bien négocié nos loyers, en faisant peur aux propriétaires, qui est pourtant un bailleur privé, en menaçant de quitter. Et nous avons toujours, par rapport, je dirais, à la moyenne des loyers, un loyer intéressant. Paradoxalement, alors que nous sommes bien situés, mais il n'y a rien de luxueux, je vous invite à venir nous voir, vous verrez, c'est un immeuble tout à fait banal. Nous avons réussi à rester dans le 1er arrondissement, mais sans pouvoir nous regrouper. Nous avons envisagé ce regroupement, mais nous n'avions pas les moyens budgétaires de le faire. Et donc, nous avons confié notre situation à France Domaine, qui a négocié de nouveaux baux avec les bailleurs qui nous logeaient. Et donc, nous avons fait le choix de rester à un coût, je vous donnerai tous les chiffres lorsque nous répondrons au questionnaire, qui, je peux vous le dire, sont très compétitifs par rapport à ceux d'autres autorités. Oui, peut-être pas avec des métropoles régionales ou des villes de province. Mais c'est un autre débat. Mais moi, si vous m'emmenez à Bordeaux, je veux bien, je ne serai pas le dernier à m'en plaindre. Madame la Présidente, justement, allez-vous le proposer? Pas encore, pas encore. Ou à Livourne, je ne sais pas. Plutôt sur le bassin d'Arcachon, me concernant. Gérard Cornu, et puis Pierre-Yves Colomba, et dans un deuxième temps, 2 autres collègues aussi qui ont demandé la parole. Gérard, d'abord. Merci, Madame la Présidente. C'est vrai que beaucoup de collègues vont certainement vous poser de questions. En vous écoutant, effectivement, j'ai compris mais je le sais déjà, que vous avez beaucoup de travail, beaucoup de compétences, beaucoup de responsabilités aussi. Et en vous écoutant, je me demandais à quoi servait finalement le ministère de la Consommation et de la Concurrence. Parce que au niveau de ce ministère et cette direction de la concurrence et de la consommation, ils se plaignent aussi de ne pas avoir suffisamment de crédits. Ils ont en même temps des directions régionales et donc ils maillent le territoire. Et je voulais savoir quelles étaient vos relations avec ce ministère de la consommation et avec ces directions. Alors Pierre-Yves, comme ça vous allez répondre aux 2 si vous voulez bien, Monsieur le Président. Puisque ça rejoint par un autre biais la question. Moi, en vous écoutant, et avec, vous avez rappelé votre activité qui est quand même très très forte, le volume des amendes, enfin que vous avez distribué, j'en viens à me dire, mais finalement, est-ce que ça a un sens de vouloir établir de la concurrence alors que finalement on n'y arrivera jamais? C'est une tâche infinie, c'est une tâche finalement, est-ce que c'est pas une illusion? Et est-ce qu'une régulation de type administratif, et là on rejoint, ne serait pas plus efficace? Quand les Américains disent, vous savez, aux banquiers, vous nous devrez tant de milliards pour avoir contrevenu à la loi, ça a eu un petit effet. Quand les Américains ont commencé à bouger en matière d'information fiscale, ça a bougé un peu. Mais est-ce que finalement l'idée que on va aider, on maintient en survie finalement, ou en vie,
une illusion de marché à coup de négociations, d'interventions, etc. Est-ce que ça n'est pas une illusion? Bon, concurrence libre et non faussée, très bien, de vouloir bâtir un système à partir de ce qui apparaît comme une illusion. Enfin, vous nous le montrez, et encore, vous ne pouvez intervenir que sur quelques aspects des choses. Mais on pourrait aussi parler, notamment s'agissant de la grande distribution, comment ils agissent avec leurs fournisseurs. Comment ils agissent avec leurs sous-traitants, enfin, etc. Donc c'est une tâche très très difficile. Donc voilà. Et finalement, est-ce que cette idée selon laquelle c'est un plus que d'avoir un organisme comme le vôtre, ce que je comprends bien, c'est pas une illusion? Allez, Monsieur le Président Nasser. Alors je vais répondre à ces deux questions. Sur le rôle de la DGCCRF, il a effectivement changé en 2009, puisque certaines attributions qu'exerçait le ministre, et notamment le pouvoir de statuer sur les opérations de fusion et de rachat, a été transféré à l'autorité indépendante. Donc aujourd'hui, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCRF, qui est un bras armé donc du ministère de l'économie, a essentiellement des pouvoirs en matière de protection du consommateur, de droit de la consommation et de répression des fraudes. Mais en matière de concurrence, elle exerce les responsabilités de l'État, du gouvernement, c'est-à-dire la préparation des projets de loi, l'aide finalement au ministre pour construire une politique publique dans les domaines de sa responsabilité. C'est très important aussi, l'autorité de la concurrence a un commissaire du gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement a le droit de s'exprimer sur toutes les affaires que nous traitons par un avis qui est joint au dossier, et il siège, il assiste à la séance au cours de laquelle nous examinons l'affaire, et c'est le rôle de la DGCCRF que de représenter le gouvernement, le ministre de l'économie, pour éclairer l'autorité dans les délibérations qu'elle prend par des avis qui ne la lient pas, mais qui sont le point de vue que adresse le gouvernement. Et moi, à titre personnel, je défends cette transparence. Je pense qu'il est normal que le gouvernement puisse exprimer son avis sur les affaires que nous traitons par le biais d'un canal officiel qui est le commissaire du gouvernement que exerce la DGCCRF. J'ajoute que depuis 2009, la DGCCRF a reçu également un pouvoir de transaction pour les pratiques très locales, c'est-à-dire il peut y avoir des ententes très locales, par exemple entre ambulances, entre taxis, etc. Dès lors que cela n'a qu'une portée très locale, la DGCCRF peut transiger avec les entreprises sur une amende ou leur demander de modifier leur pratique. Elle a un pouvoir d'injonction ou de transaction. Votre question, permettez-moi de dire, elle est complexe. Est-ce que le marché ou la concurrence est une illusion? Mais c'est une question philosophique. On croit ou pas à l'économie? Oui, on croit ou pas à l'économie de marché? Moi, je vais vous dire, je n'ai pas de réponse, c'est pas moi à la donner. Mais la France a fait, quelles que soient les majorités qui l'ont gouvernée, le choix d'une économie de marché, pas d'une économie de plan ou d'une économie dans laquelle l'État détient tous les pouvoirs. Je rappelle quand même la formule qui a été utilisée lors de l'ordonnance de 86, qui est donc l'ordonnance fondatrice de la liberté des prix et de l'économie de marché. On a dit qu'il faut que l'État ne soit plus le gérant de l'économie pour être au contraire le garant de la liberté des acteurs économiques. Et c'est un peu ça la révolution qui a eu lieu. Avant, tous les prix étaient approuvés par la rue de Rivoli, le ministère des Finances siégeait à l'époque rue de Rivoli, tous les prix étaient réglementés, les industriels faisaient la queue dans les bureaux du ministère des Finances pour faire approuver les prix. Et on est passé dans un système où on a responsabilisé les acteurs, on leur a dit c'est le libre jeu de la concurrence qui fixera les prix, mais si vous dépassez la ligne jaune, vous serez sanctionné. C'est-à-dire si vous vous entendez secrètement avec vos concurrents ou si vous abusez de votre pouvoir de marché pour élever artificiellement les prix, alors vous serez sanctionné. Et moi, je vous le dis, si nous n'avions pas de régulation de la concurrence, le risque, c'est d'avoir l'économie de marché et la loi de la jungle. Et dans une loi de la jungle, ce seront les plus forts qui s'en tireront, au détriment des PME. Et donc, c'est aussi ça. Nous sommes les protecteurs de la liberté, y compris des plus faibles et des PME. C'est sûr que Pierre-Yves ne sera pas d'accord avec vous. Donc, là, on sort un peu du contexte. Et je ne lui laisse pas la possibilité de reprendre la parole, parce qu'on part dans un débat qui n'est plus notre commission d'enquête.
Voilà, bon, mais on va rester dans vraiment le sujet, le cœur du sujet de notre commission d'enquête. Et là, c'est une deuxième série de questions avec Jean-Léonce Dupont. Et après, ce sera Michel Vaspart. Et je n'ai pas oublié Pierre Cavendish. Merci Madame la Présidente. Alors je vais quitter les rivages philosophiques pour arriver à des données de gestion extrêmement simples. Tu as passé le bac ce matin, non? Extrêmement simples, qui me pose effectivement question, qui est la problématique de la gestion des ressources humaines et des rémunérations dans les autorités administratives indépendantes. On a vu tout à l'heure, au travers de certains témoignages, que cela pouvait être extrêmement différent. Et donc, ce que j'aimerais savoir, c'est la façon dont sont fixées effectivement ces rémunérations. Je crois savoir, j'ai des informations un peu anciennes, puisqu'elles remontent à 2010, mais le président avait à cette époque une rémunération de 183 000 euros, ses vice-présidents 125 967 euros, et les 5 salaires des 5 agents les mieux rémunérés étaient entre 100 756 euros et 131 555 euros il y a 5 ans. Donc ce que je voudrais savoir, c'est comment établit-on ces rémunérations? Est-ce que ça fait référence à une grille? Comment sont gérées les évolutions dans cette autorité, sachant, je crois, qu'il s'agit de situations extrêmement variables d'une autorité à l'autre? Michel Vaspart. Merci Madame la Présidente. Trois points. Démocratie et République. Les compétences et autorités sont transférées à des AI de plus en plus, puisque je crois que c'est une par an. Donc, est-ce que vous estimez que c'est compatible avec un pays démocratique lorsqu'on transfère des compétences et des autorités à des structures qui n'ont pas à répondre de leurs actes devant le citoyen de base? C'est ma première question. La deuxième, elle est effectivement un peu polémique, et je vous demande de m'en excuser, mais c'est votre intervention tout à l'heure qui m'a fait vous poser cette question. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait eu 1 milliard d'euros d'amende auprès d'entreprises, bien entendu. Et la polémique, c'est la suivante. Est-ce que vous avez mesuré le nombre de faillites et de suppressions d'emplois qui en a découlé? Troisième chose, vous avez été ici à cette tribune, il y a quelques mois, devant la Commission de développement durable concernant l'affaire des contrats autoroutiers. Et j'avais eu l'occasion de poser une question un peu longue et une partie de la question à laquelle je n'ai pas eu de réponse. Vous êtes autorité de la concurrence, autorité indépendante. Je précise, le I, c'est indépendant. Donc indépendant normalement de tout le monde. La question que je vous avais posée, c'est de savoir, dans la mesure où les contrats avaient été faits entre l'État, le gouvernement de l'époque, un gouvernement de l'époque, et puis les différentes concessions autoroutières, lorsque nous sommes en province, c'est vrai qu'on est souvent un peu critiqué dans la gestion que nous pouvons avoir de nos collectivités, mais il y a un certain nombre de choses que nous faisons et pour lesquelles nous n'aurions pas pris autant de risques, notamment si, lorsqu'on établit un contrat, on n'a pas toute la mesure des choses, et on peut comprendre que c'était assez nouveau pour les gouvernements ou le gouvernement qui a traité ces contrats. On fait à minima une clause de revoyure. Notre rapporteur dit souvent que ces différentes structures, les AI, sont composées de l'élite française. Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Cour des comptes. Comment peut-on faire alors qu'on a une autorité de la concurrence pour laisser passer de tels contrats? Président Lasserre, parce qu'après il y a encore une autre série de questions qui... Alors, moi, s'il y a bien un mot que je n'aime pas, c'est celui d'élite. Moi, je vais vous le dire très franchement, je n'ai jamais voulu appartenir à un réseau, je dirais, ou à une coterie. Je n'ai jamais appartenu à un cabinet ministériel. Je ne me suis jamais engagé en politique, et Dieu sait si on m'a sollicité souvent pour entrer dans des cabinets ministériels. J'ai toujours refusé pour fonder ma carrière sur la compétence. En matière de concurrence, c'est le 3e mandat que j'exerce, et le 3e, je n'en voulais pas. C'est le gouvernement qui m'a demandé d'être nommé, vous le savez, pour un 3e mandat. J'ai comparu devant les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, et c'est à l'unanimité que l'avis a été donné pour ma reconduction. Donc,
de grâce qu'on ne me présente pas comme, je dirais, l'élite. Je déteste ce mot. Si je ne suis pas capable d'exercer ces fonctions, il fallait me donner un avis défavorable. Il n'a été favorable. Je ne demandais rien. Je ne demandais pas à être renommé. L'État m'a demandé de le faire. J'ai accepté. Je suis passé par les procédures normales. J'ai expliqué quel était mon projet. Et l'avis a été donné à l'unanimité favorable aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Donc, s'il y a vraiment un terme que je déteste, c'est ce sentiment que j'accaparerai ou qu'une élite accaparerait le pouvoir. Le pouvoir, il est dans votre main. Et si vous n'êtes pas satisfait, et je comprendrai très bien de la façon dont un président ou un collègue exerce ses fonctions, vous avez le pouvoir de le lui dire à terme régulier. Ce que je constate, c'est que ça, en tout cas, ça ne m'a pas été dit. Alors, je vais revenir sur les différentes questions. Sur les rémunérations. Et je comprends très bien que ce soit un sujet qui mérite un regard le plus neutre et le plus approfondi possible. Comment sont-elles fixées à l'autorité de la concurrence ? J'ai parlé de 17 membres pour le collège, mais simplement 5 qui sont permanents, un président et 4 vice-présidents. Pour les vice-présidents et le président, c'est la loi qui fixe le traitement indiciaire, c'est la loi qui le fixe, et c'est un décret qui fixe le montant de l'indemnité annuelle forfaitaire qui s'ajoute à ce traitement indiciaire. Et donc c'est un décret de 2003 qui a été modifié en 2009 qui fixe le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle. Et vous comparerez les chiffres. Je n'ai pas le sentiment que de ce point de vue-là, l'autorité de la concurrence soit mieux traitée que les autres. Nous sommes, je dirais, peut-être astro, j'en sais rien, mais en tout cas, nous ne sommes pas ceux qui peuvent attirer, je pense, l'attention des parlementaires ou justifier une question, pourquoi êtes-vous si haut ? Donc, je n'ai pas eu à négocier, c'est la loi qui a fixé mon traitement indiciaire ainsi que celui des vice-présidents, et c'est un décret contresigné par le ministre des Finances et le ministre du Budget qui a fixé l'indemnité annuelle qui s'ajoute à ce traitement indiciaire. Et depuis 2010, puisque vous avez cité des chiffres de 2010, vous le savez que le point d'indice a été gelé. Par conséquent, la rémunération n'a pas pu augmenter puisque le point d'indice a été gelé et l'indemnité n'a pas été augmentée. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, mais je souhaite que vous confirmiez les montants qui ont été indiqués. Ok, vous avez répondu en disant d'où ça venait, que ce n'est pas votre fait, que c'est le décret pour la prime de fin d'année, la loi pour la rémunération, mais des chiffres ont été donnés par notre collègue. Mon traitement mensuel est de mémoire autour de 14 800 € net, c'est-à-dire quasiment le montant que vous avez cité. Je pourrais vous donner le montant que je viens de déclarer dans ma déclaration de revenus, mais c'est cela. Donc, comment ? Ah non. Il n'a pas bougé, il est stable, puisqu'encore une fois, le décret n'a pas été modifié et le traitement indiciaire, comme vous le savez, c'est gelé puisque le point d'indice n'a pas augmenté. Entendu. Je dis c'est juste beaucoup plus qu'un sénateur. Mais je peux m'amuser de temps en temps à ce poste. Alors, pour les membres non permanents du collège, qui ne sont pas payés à plein temps, par conséquent, ce sont des vacations qui leur sont données en fonction du temps qu'ils passent à lire le dossier et à assister à la séance. Et je dirais tout à fait franc avec vous, nous avons, pour répondre aux questions écrites que vous nous avez posées, nous vous donnerons le détail individuel de ce qu'ont touché les 12 membres non permanents de l'autorité au titre de leur participation aux séances. C'est, je dirais, objectivement, je crois qu'en tout, c'est 30 000 € pour l'année pour 12 personnes. Donc vous verrez que, là encore, nous ne sommes pas dispendieux. Et parfois, je veux dire, compte tenu du temps qui passe et de la difficulté technique d'investir dans ces dossiers, c'est pas très chèrement payé. Enfin, Merci de ces réponses précises. Alors, deuxième vague encore, Louis-Jean de Nicolaï et Michel Canevet, dans un premier temps. Et j'ai noté Philippe Leroy. Je n'ai pas répondu à la question sur les autoroutes. Ah, pardonnez-moi. Et ni sur la question de mettre en faillite les industries ou les entreprises entières. Alors, je vous redonne la parole. Alors, je vais quand même, Monsieur le sénateur, je vais quand même vous donner le nom des entreprises qui ont principalement contribué à ce milliard d'euros de sanctions. C'est intéressant pour savoir si nous avons un risque de faillite. Si je vous dis Procter & Gamble, si je vous dis Unilever, si je vous dis Henkel, si je vous dis Colgate, Palmolive ou L'Oréal, pensez-vous que nous avons mis en danger l'emploi dans ces entreprises-là ? Voilà. Ce n'est pas un jugement, Monsieur le Président, c'est une question. Sur les autoroutes, c'est nous-mêmes qui avons regretté
lorsque l'Assemblée nationale, la commission des finances de l'Assemblée nationale a commandé un avis à l'autorité de la concurrence pour faire le bilan de la régulation des péages depuis leur privatisation, c'est nous-mêmes qui avons regretté le fait qu'il n'y ait pas de clause de revoyure. Monsieur le sénateur, quand le gouvernement de l'époque a privatisé en 2006 les concessions autoroutières, l'autorité de la concurrence n'a pas été consultée sur les cahiers des charges ou la définition des règles du jeu préalables à la privatisation. C'est le Conseil de la concurrence in extremis, en décembre 2005, à la veille de la privatisation, qui a mis en garde le gouvernement sur le risque d'attribuer ces concessions à des groupes de BTP intégrés. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit, si les nouveaux concessionnaires ne sont plus les sociétés d'économie mixte d'avant, mais des groupes privés intégrés, c'est-à-dire des groupes de BTP, et deux ont emporté la mise, Vinci et Eiffage. Ce qui risque de se passer, c'est ce que nous avions observé pour Cofiroute, qui déjà a été privatisé et dans les mains de Vinci. Nous avons dit, le risque, c'est que le groupe de BTP qui gère la concession n'attribue les travaux de construction et d'entretien à des filiales à un prix supérieur à celui qui résulterait d'une mise en concurrence, et ces surcoûts se répercuteront dans les péages. Et donc, c'est nous qui avons mis en garde le gouvernement de l'époque en disant modifier les cahiers des charges pour imposer une mise en concurrence préalable sur les travaux de construction et d'entretien, ce qui n'avait pas été prévu parce que la privatisation faisait ôter à ces sociétés concessionnaires le statut de pouvoir adjudicateur au sens des directives européennes avec les obligations de publicité, de mise en concurrence qui y sont associées. Et c'est in extremis, à la demande du Conseil de la concurrence, que le gouvernement de l'époque a modifié le cahier des charges des concessions pour imposer une publicité et une mise en concurrence préalable pour les travaux. Mais ce ne sont pas les mêmes. On va s'arrêter là. Monsieur le rapporteur, vous voulez réagir là ou Écoutez, juste une petite réaction de monsieur le rapporteur? Une réaction, enfin une question. Parce que vous m'y amenez, vous venez de nous dire, et c'est bien quelles avaient été les réactions de l'autorité lorsque le gouvernement, voici maintenant moins d'une dizaine d'années, a lancé cette procédure concernant les autoroutes et par rapport au groupe de BTP. Est-ce que vous considérez comme sain que des membres de l'autorité administrative indépendante puissent accepter de siéger dans des conseils d'administration nouveaux postérieurement à leur nomination à l'autorité de la concurrence, puisqu'on vient de parler d'Eiffage? Ah, alors ça, vous me posez une bonne question. Ah oui, ça je crois. Nous avons une charte de déontologie. Nous avons également, depuis la loi sur la transparence qui s'applique à l'autorité de la concurrence, une obligation pour chaque membre du collège de faire une déclaration annuelle pour prévenir les conflits d'intérêts. Et c'est dans le texte de la loi telle qu'elle résulte de la LME que nous avons parmi les 12 membres non permanents des membres qui obligatoirement exercent ou ont exercé des responsabilités dans le monde économique. Donc le fait que nous ayons dans notre collège pas des représentants, mais des membres ayant une expérience économique de gestion dans des secteurs économiques résulte de la loi elle-même. Alors après, donc ce n'est pas nous qui avons le choix, c'est la loi qui le prévoit. Ensuite, je peux vous le dire, nous avons de ce point de vue-là une pratique. Alors là, je peux vous dire, de fer sur les conflits d'intérêts. On peut dire tout ce qu'on veut de l'autorité de la concurrence, mais monsieur le sénateur, je vous mets au défi de trouver sur une affaire une critique qui ait pu être émise sur un conflit d'intérêts d'un membre y ayant siégé. Chaque fois que, je dirais, une affaire se profile, je reçois les membres et je les mets en demeure de déclarer un éventuel conflit d'intérêts. Je regarde personnellement ce qu'il en est et si effectivement
Par exemple, nous avons la secrétaire générale d'un groupe important français. Il est clair qu'elle ne peut pas siéger sur les affaires qui, de près ou de loin, regardent ce secteur. Et nous sommes de fer pour éviter ces conflits d'intérêts. Et effectivement, la participation à un conseil d'administration exclut toute prise de position de l'intéressé sur un secteur qui, de près ou de loin, permettrait, je dirais, jeterait un regard sur ce secteur. Et que je chasse, je dirais, cette personne-là a-t-elle siégé sur des affaires qui, de près ou de loin, mettent en cause le secteur dont vous me parlez? Monsieur le Président, c'est une réponse très habile et je n'en attendais pas moins de vous. Et moi, je ne vous dirai pas qu'il y a eu des difficultés d'ordre déontologique sur tel ou tel dossier. Parce que je crois majoritairement dans ce pays à l'honnêteté des personnes qui ont des responsabilités. Et moi, je ne suis pas gêné de parler des élites, parce qu'un pays qui voue aux gémonies les élites, c'est-à-dire les plus travailleurs et les plus intelligents, je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Par contre, je ne crois pas que ce soit une bonne chose, vu ce que vous nous avez dit sur les autoroutes, que quelqu'un qui a été nommé dans l'autorité de la concurrence accepte postérieurement de siéger au conseil d'administration d'une société qui est directement intéressée dans les autoroutes. Alors, je ne dis pas que cette personne aurait, dans les votes ou dans les avis qu'elle serait amenée à mettre, fait quelque chose d'anormal. En tout cas, la vue n'a pas plu à FH, je peux vous dire. Monsieur le Président, on est devant une commission d'enquête et vous répondez directement et parfois avec fermeté, et je vous en remercie, aux questions que nous vous posons. Il est aussi normal que nous posions ce type de questions avec fermeté. Parce que moi, je vous donne mon avis personnel, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Mais, Monsieur le Sénateur, la question que vous posez, elle est difficile pour une autorité généraliste. C'est-à-dire, je comprends très bien que pour une autorité sectorielle, on exclut toute participation à une activité économique dans le secteur régulé. Le problème, c'est que nous avons une compétence généraliste et c'est la loi qui prévoit que, je dirais, un certain nombre de personnes du collège sont choisies en raison de leur expérience personnelle. Ce n'est pas la question, Monsieur le Président. Je connais, moins bien que vous, les textes législatifs et réglementaires sur votre autorité administrative, l'autorité que vous présidez. Ce n'est pas la question que, conformément à la loi, on nomme des personnes qui ont des responsabilités dans un secteur économique. Et vous en avez en particulier deux dont on peut dire qu'elles représentent des poids lourds. Mais quand elles ont été nommées, c'était connu et c'est pour cela qu'elles ont été nommées. Nous sommes d'accord. C'est différent de la personne qui est membre de l'autorité et qui accepte postérieurement de siéger dans un conseil d'administration d'une grande société cotée en bourse. Monsieur le rapporteur, peut-être faut-il... Non, mais une précision quand même, parce que je pense qu'il faut bien comprendre aussi comment fonctionne le collège de l'autorité de la concurrence, parce que c'est parfois peu connu. L'AMF, la CRE, l'ARCEP se réunissent toujours de manière plénière. Toutes les décisions émanent du collège plénier de ces instances. L'autorité de la concurrence, je dirais, ne se réunit jamais pour examiner les affaires en séance plénière. Ce sont des formations du collège qui siègent. Et c'est moi qui attribue les affaires aux différentes formations du collège et je veille évidemment à ce que dans ces allocations des affaires aux différentes formations, il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Donc il faut bien comprendre cela, c'est-à-dire que ce sont des formations de 5 ou 6 personnes qui siègent sur les affaires et pas les 17 membres. Jamais, jamais sur les affaires. Voilà pour cette audition de Bruno Lasserre, qui est le président de l'autorité de la concurrence. Il était entendu par les sénateurs de la commission d'enquête sur les autorités administratives indépendantes. Vous avez pu l'entendre, il y a eu quelques échanges animés, notamment lorsque les parlementaires ont demandé au président si l'autorité n'avait pas trop de mission par rapport à ses moyens, lui-même a renvoyé les parlementaires à leurs propres responsabilités, puisque ce sont les parlementaires qui confient ces missions à l'autorité de la concurrence. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire à 19h pour 24h Sénat, le journal. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.